Bonjour à tous, bienvenue pour ce webinaire qui porte ce soir sur les missions de contrôle des comptes de gestion d'un majeur protégé. Il s'agit de la deuxième partie de notre webinaire qui vous est présenté ce soir par la CRCC de Paris en partenariat, et on les salue et on les en remercie vivement, la CRCC de Dauphiné-Savoie. Alors, la première partie, je pense qu'un certain nombre d'entre vous étaient déjà là, c'était déjà le 8 mars dernier. Vous avez présenté finalement les teneurs de cette mission et en particulier le décret du 2 juillet 2024, dont on va reparler évidemment ce soir. L'idée, c'était d'aller plus loin aujourd'hui. Alors, sur cette première partie que vous pouvez retrouver, évidemment, si vous allez sur le site de la CRCC de Paris, ça avait été filmé, c'est diffusé en live, si vous voulez retrouver ces informations-là, eh bien, ça avait été intéressant parce qu'au-delà du contour de la mission, on avait fait intervenir une juge, en l'occurrence du tribunal judiciaire de Bobigny, qui nous avait fait part de ses attendus en matière de diligence et de rapport de commissaire. Donc, c'est un webinaire qui a eu un certain succès. J'ai la chance de participer au CRCC périodiquement et nombreux sont mes confrères qui sont venus me dire voilà l'utilité de ce webinaire qui était un peu une première, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas encore de documentation existante sur ce sujet. Et depuis, on a continué à travailler. Donc, ça va être l'objet du webinaire de ce soir. Je vais vous en dire un mot dans une petite seconde. Et alors, avant ça, hasard du calendrier, timing parfait, la CNCC vient de publier cet après-midi un certain nombre de documents et d'outils sur cette mission, et en particulier des exemples de lettres de mission, de rapports et de lettres d'affirmation. Alors, Marine Julien, à mes côtés, qui est vice-présidente à la CRCC de Paris, va vous présenter ces documents au pied levé. Vous pouvez les retrouver sur Sidonie, bien sûr, en vous connectant sur l'espace de la CNCC. Et donc, voilà, donc ça va nous donner un petit peu de matière et puis on va vous présenter ces éléments. Ensuite, pour aller plus loin, Fabrice Evrard, que je remercie pour tout le travail qu'il a donné pour l'objet, pour cette mission-là et pour la présentation de ce soir, va vous présenter un kit mission qui vous permettra de conduire finalement cette mission nouvelle, qui vous donnera en fait un canevas, un programme de travail et puis un dossier de travail pour documenter un petit peu vos travaux. Donc, comme vous le verrez dans la note qui a été publiée par la CNCC, il y a un épineux sujet sur lequel on va revenir à nouveau ce soir, c'est celui des honoraires pour cette mission. Donc, ce que dit la note de la commission d'application des langues professionnelles, qui a travaillé sur cette mission-là, avec son président d'ailleurs, Jean-Jacques Lévouy, que je salue par la même occasion, c'est évidemment, il ne faut pas accepter ces missions si les honoraires proposés ne sont pas en adéquation avec les diligences attendues. Mais Fabrice, toi qui es un praticien, tu nous donneras ton avis éclairé sur ce sujet. Je vous souhaite un très bon webinaire et je vous laisse entre les mains désormais deux spécialistes de ces missions. Bon webinaire à tous. Donc, bonsoir à tous. Avec Fabrice, on est ravis de vous retrouver. Donc, Marine Julien, vice-présidente de la CRCC de Paris. Et Camille, je te laisse te présenter. Fabrice Evrard, expert comptable et commissaire aux comptes, nouvellement nommé du coup sur les comptes de tutelle auprès du tribunal durant le 92. Donc, on va passer. Donc, on vous rappelle que c'est une formation où vous avez une attestation CAC 120, donc il faut bien rester tout au long du webinaire. Et à l'issue du webinaire, vous recevrez donc un lien avec le quiz auquel il faut répondre, et ensuite le questionnaire de satisfaction. Et ensuite, à l'issue, vous aurez le support et l'objectif aussi, le kit qu'on va vous présenter. Le programme du webinaire de ce soir, on va vite revenir rapidement sur le rappel du contexte légal et réglementaire de la mission. Ensuite, on vous présentera le cœur du réacteur, la présentation du kit sur lequel on a travaillé. À ce titre, on remercie aussi Émilie Doyen-Prudhomme qui nous a pas mal aidé dans la construction initiale du kit, et aussi des membres de Dauphiné-Savoie, Virginie Bayeul notamment, qui a apporté son concours pour la relecture du kit. Et bien sûr, Lilian de Rachy, qu'on remercie. Et enfin, on aura une session de questions-réponses, mais en tout cas, n'hésitez pas tout au long du webinaire à nous les poser. On veillera aussi à y répondre au fil de l'eau. Donc, le rappel du contexte légal et réglementaire de la mission. Donc, on vous rappelle que le replay de la première partie est disponible sur notre chaîne YouTube. On vous a remis le petit QR code si vous voulez la revisionner. Donc là, c'était vraiment un rappel de tout l'ensemble du cadre. Et donc, si on revient vraiment sur les quelques informations phares qu'il faut retenir, donc si on passe au slide suivant sur l'origine de la réglementation et l'esprit, donc on voit que les comptes de tutelle et des majeurs protégés, les comptes de gestion, ont fait l'objet, tout ce qui est protection des majeurs, a fait l'objet d'une réglementation évolutive. C'est d'abord apparu
au 19e siècle. Et puis, il y a eu des évolutions en 1968, notamment sur la réforme du droit des incapables majeurs. Et on arrive jusqu'en 2009 avec la formalisation des modèles des comptes de gestion et des procédures. Et puis, les fameuses ordonnances et les décrets qui sont, les lois, pardon, et les décrets qui sont sortis en 2024 et qui font l'objet de cette nouvelle mission pour nous. Donc, on vous rappelle, la protection des majeurs est définie à l'article 415 du Code civil. Donc, la protection est instaurée et assurée dans le respect des libertés individuelles, des droits fondamentaux et de la dignité de la personne. Donc, l'objectif, c'est vraiment que cette mission soit réalisée dans l'intérêt de la personne protégée et favoriser le plus possible l'autonomie de cette personne. En termes de dispositions réglementaires, donc il y a 2 textes importants qu'il faut avoir vraiment dans sa documentation technique. Donc, il y a d'abord le décret 2024-659 du 2 juillet 2024, donc, qui concerne vraiment la mission de contrôle des comptes de gestion, qui résulte de l'article 512 du Code civil, et la circulaire. Donc là, nous, on a basé nos travaux sur le kit, sur la circulaire, en s'appuyant notamment sur l'annexe 2. Donc, c'est la circulaire du 24 septembre 2024. On vous a remis le numéro. Et donc, le contexte général de la mission de vérification, l'objectif, c'est quoi? C'est vraiment vérifier que la gestion du patrimoine du majeur protégé est bien conforme à son intérêt, notamment qu'il n'y ait pas de détournement par la personne qui est en charge de sa gestion. Et ensuite, il y a donc un cadre légal. On en a parlé lors du webinaire. Donc, on vous a rappelé les différents articles du Code de civil et du Code de procédure civile qui réglementent cette mission. Donc, on passe maintenant à la présentation du kit mission. Donc, le kit mission a été créé sur la base, à l'initiative de Fabrice. Fabrice, tu veux peut-être expliquer un peu Et de Virginie. Et de Virginie, oui. Oui, en fait, on a la documentation qui existait, il n'y avait rien. Et c'est une nouvelle mission. Donc, du coup, il fallait bien commencer à préparer un dossier de travail. Parce que moi, j'ai commencé. En fait, les premières ordonnances, je les ai eues en janvier 2025, sachant qu'on avait 6 mois, du coup, pour pouvoir commencer les travaux. Et là, on est dedans. Aujourd'hui, officiellement, le 1er juillet, c'est que maintenant, en théorie, on a dû recevoir tous les comptes de gestion des majeurs protégés qui sont sous notre contrôle pour l'année 2024. Donc maintenant, c'est là qu'on va pouvoir en parler. Il y a des trous dans la raquette déjà. Je peux vous livrer mon expérience. Et le but, c'était pas de produire un dossier de travail sur Excel, sachant c'est une V1. Il a vocation à s'améliorer, à être complété. Et on l'a dit, Camille l'a dit en préambule, c'est qu'on a, il y a à peu près 30 minutes, reçu une documentation de la CNCC qui est disponible sur Sidonie, notamment des documents qui étaient un petit peu aussi des propres trous dans la raquette du kit. C'est qu'on n'avait pas de lettre de mission et on n'avait pas de lettre d'affirmation. Et maintenant, on est heureux puisque c'est résolu et on a cette documentation. Donc c'est ça, on remercie la CNCC de cette communication qui arrive à point nommé. Donc, on va revenir dessus sur la lettre de mission et la lettre d'affirmation. Et vraiment, on insiste sur le fait que ce kit, c'est vraiment une version, une V1. Tout à fait. Et qu'on va se faire les dents, comme on dit dessus. L'objectif, c'est de faire évoluer au fur et à mesure des missions. Et d'ailleurs, si certains d'entre vous font ces missions et souhaitent rejoindre notre groupe de travail, écoutez, on va les accueillir à bras ouverts parce que je pense qu'on ne sera pas assez de 4 ou 5 de plus pour bosser dessus. Et si je peux me permettre, c'est d'autant plus une V1, c'est qu'on voit déjà les retours des mandataires judiciaires, donc je vais appeler MJPM, vous me pardonnerez pour l'acronyme. Les MJPM, on a un petit peu un retour, ils n'ont pas l'habitude de travailler avec des commissaires aux comptes, donc il y a une petite phase, on va dire, il faut le temps qu'on s'apprivoise mutuellement, sachant qu'ils ne comprennent pas notre intérêt. Je vous donne un exemple tout bête, c'est qu'on ne reçoit que le relevé de banque du mois de décembre, alors que notre mission, c'est on doit avoir reçu l'intégralité des relevés. Et j'ai un MJPM qui m'a envoyé un mail qui ne comprenait pas, en fait, pourquoi je voulais tout. Et je lui dis, parce que les documents que vous me transmettez, le dernier relevé, oui, ça me permet de vérifier le solde, mais ça ne me permet pas de vérifier si toutes les opérations que vous me dites avoir réalisées se retrouvent bien, se matérialisent bien sur les relevés bancaires. Il manque des avis d'imposition, vous allez voir, il manque quand même certains documents avant même de commencer la mission. Donc, c'est ça où le kit va vous servir, c'est déjà de checker l'intégralité des éléments avant de pouvoir même de commencer à travailler. Et donc, l'objectif, c'est que ce kit puisse être téléchargeable sur le site de la CRCC de Paris. Donc, on vous le mettra à disposition. Il ne sera pas disponible là ce soir, parce qu'avec la communication qu'on a reçue de la CNCC, on veut vérifier certains points pour vraiment que ce soit en cohérence. Mais vous l'aurez d'ici la fin de la semaine, c'est l'objectif. Tout à fait. Donc, pareil, avant de rentrer dans le vif du sujet et la présentation du kit, là, on vous a mis
les informations de contact. Donc, n'hésitez pas à appeler, c'est le numéro du service juridique dont je m'occupe au niveau de la CRCC. Et on vous a aussi mis l'adresse mail du service juridique. N'hésitez pas à préciser dans l'objet du mail, si vous nous contactez par mail, que ça concerne les majeurs protégés. Et si jamais vous voulez rejoindre le groupe de travail, mettez bien rejoindre le GT, majeur protégé. Et ça, on sera ravis de vous accueillir une fois de plus. Donc, Fabrice. Même si vous ne faites pas partie de la CRCC de Paris, oui, sachant que moi je suis exactement, c'est pas ma CRCC théoriquement de rattachement. Mais vous êtes les bienvenus, sachant qu'on a besoin de se serrer les coudes parce que c'est une mission nouvelle. Il y a quand même de fortes attentes de la part des juges sur cette mission qui nous a été confiée. On va pouvoir en débattre un petit peu. Donc c'est pas qu'on a attendu au tournant, c'est qu'on ait respecté notre mission de commissaire au compte. Le titre entre guillemets de commissaire au compte est quand même bien perçu par les juges, pour ça qu'ils nous la confient, mais on a un petit peu attendu au tournant par rapport au rapport et aux diligences qu'on va effectuer sur ce type de mission. On passe sur le kit. Allez, soyons fous. Allez, hop, je vais chercher l'Excel. Je le lance, je vais mettre l'écran, je partage, on va me dire si le retour est bientôt bon. Partager un média, charger. Hop, le temps que ça charge. Je vais partager mon écran, ça a été plus simple. Ouais, allez. Partager un écran, partager la fenêtre, l'Excel, partager. Est-ce que le retour est bon à l'écran? C'est bon, ça fonctionne. On dit que c'est bon. Donc, on vous a monté un kit. On va rendre à César ce qui appartient à César. Fabrice, Émilie et notamment Virginie vous ont monté un kit. Nous, on a un peu prêté main forte, mais c'est surtout vous qui avez œuvré. Donc, on a construit le kit autour de différents onglets. La partie qu'on a appelée introduction, c'est un peu vous rappeler les objectifs du kit. Et c'est qu'on veut accompagner les commissaires aux comptes dans cette mission et vous permettre d'identifier rapidement quelles sont vos obligations et surtout les responsabilités qu'on a derrière pour réaliser cette mission. Donc, on vous a rappelé la méthodologie et les différents onglets. Et l'objectif, c'est vraiment une assistance pour le commissaire aux comptes. C'est un exemple, ça, on insiste bien là-dessus. Il a vocation vraiment à évoluer et à être adapté par chaque professionnel. Et ça n'a pas vocation à se substituer à ce qui va être produit par la CNCC quand la CNCC produira quelque chose. Cette démarche, donc, elle est essentielle donc, pour réaliser les diligences minimales. Et donc, il va falloir adapter le kit en fonction notamment des échanges que vous aurez avec les différents interlocuteurs qui vous seront désignés et bien sûr, les documents et les informations qui seront recueillis tout au long de la mission. Donc, pour nous, c'est vraiment une étape importante à préparer en amont pour réaliser la mission. Tout à fait. Donc, on vous l'a bien mis en jaune et en rouge, on ne pourra pas nous le reprocher, que ça ne se substitue pas aux travaux de la CNCC. Donc, vous verrez, il y a des onglets où on a fait volontairement un report puisqu'on avait eu connaissance qu'ils travaillaient dessus. Donc, vous verrez notamment pour la lettre de mission et la lettre d'affirmation, on vous fait un report vers la documentation qui est disponible sur Sidonie. Et on a juste après sur la partie rapport, ils ont aussi produit 2 types de rapports qu'on a vu tout à l'heure. Dans le cas où vous certifiez, enfin où vous acceptez de valider les comptes, et dans l'autre cas où vous refusez. Alors ils l'ont retravaillé, sachant que c'est un décret, hein, donc le document qui est attendu par les juges est normé de fait par la loi. Donc là ils l'ont un petit peu retravaillé en mentionnant bien qu'ils font un rappel en disant ils font un rappel par rapport au décret et du coup à la forme du rapport. On pourra vous présenter éventuellement à l'issue. Donc là, on vous a rappelé un petit peu la démarche dont on a l'habitude en tant que CAC, notamment sur la nomination, sachant que c'est un document qui n'est pas présent sur Sidonie, mais qui est important à notre sens, notamment par rapport à votre indépendance, par rapport à la personne protégée et par rapport au mandataire qui la représente, et éventuellement même, j'ai envie de dire, par rapport au juge. On a après la phase d'acceptation de mission, hein, qui est un petit peu obligatoire pour toutes les missions qu'on produit en tant que commissaire aux comptes ou en tant qu'expert comptable. Une lettre de mission que vous retrouvez sur le site de Sidonie. La rémunération, donc on vous a montré la méthode de calcul, mais surtout on vous a mis un lien vers une des annexes qui permet de faire le calcul rapide, parce que vous allez voir, c'est un petit peu, je pense que vous avez passé plus de temps à comprendre la méthode de calcul plutôt qu'à faire la mission. Donc c'est un calcul qui n'est pas appliqué des verres. Le modèle de compte de gestion que vous allez retrouver qui est défini par décret, même là, je peux vous faire un retour d'expérience à chaque fois par rapport aux documents que j'ai reçus, et on part de très très loin. Les diligences à effectuer, une synthèse, la lettre d'affirmation, on l'a dit, vous retrouverez sur le site
sur le site de Sidonie, l'attestation d'approbation et le rapport de difficulté. Donc la mission, elle est assez, j'ai envie de dire, rapide à comprendre dans la philosophie. Après, en termes de délai, on a un peu plus de temps par rapport à la mission d'audit légal, sachant qu'il ne faut pas s'y tromper. Là, par exemple, on doit commencer les contrôles, mais ça ne vous a pas échappé que c'est juillet-août. Ça va être compliqué déjà de travailler. Donc, c'est-à-dire il ne reste plus que septembre, octobre, novembre, décembre. Donc, 4 mois, sachant que vous faites appel à des MJPM, enfin des mandataires qui sont quand même débordés. Parce qu'on n'en a pas parlé en préambule, mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'il y a de plus en plus de personnes qui vont être mises sous mesure de sauvegarde, donc que ce soit curatelle renforcée, tutelle, et qui ont du patrimoine à protéger. Donc, la mission a de l'avenir dans le sens où, techniquement parlant, ça ne va pas faire en diminuant. On n'aura que de plus en plus de comptes de gestion à vérifier. Je bascule sur le cadre légal, donc sur l'onglet. On vous a remis les textes, enfin ça c'était Virginie qui a eu la gentillesse de nous remettre les différents textes qui font référence du coup au compte de tutelle. Je vous invite à aller les relire parce qu'ils sont assez riches d'enseignements. Alors, petit préambule, il faut bien entendu être inscrit sur la liste qui est tenue par les procureurs de la République des tribunaux judiciaires dont vous dépendez. Donc, dans mon cas, moi je dépends du département 92, donc mécaniquement, j'ai postulé auprès du procureur de la République. Il m'a mis sur une liste et du coup, les MJPM, enfin c'est plutôt le juge, m'octroie, me nomme dans une ordonnance judiciaire pour valider les comptes de gestion systématiquement. Alors, sachant que les listes, tu m'interromps si tu veux. Les listes ne sont pas forcément à jour, je m'explique. Là, j'ai eu un cas, j'ai reçu un recommandé, donc je me dis, tiens, pas chouette, hein, mais j'ai une ordonnance, et en fait, ce qui s'est passé, c'est que c'était le MJPM qui m'écrivait et au juge, en copie, en me disant, mais on ne peut pas vous produire les comptes de gestion en 2024, puisque la personne est décédée en 2023. Et du coup, il m'a mis l'acte de décès, donc ça clôt le débat. Sauf que, attention, c'est encore plus grave dans le sens où la mission... Alors, moi, j'ai été nommé sur 2024, mais là, on parlait d'une personne décédée en 2023, et quand la personne décède en cours d'année, on a 4 mois. L'émission est plus courte. On a 4 mois pour vérifier le compte de gestion. Donc, moi, il est décédé en 2023, je suis nommé en 2024, hop, ça... Mais pour les années futures, alors, vous ne me prenez pas sur les propos que j'ai utilisés, je parle vraiment en termes juridiques et en termes d'un point de vue économique. Donc, vous ne me prenez pas sur mes propos. Le stock, entre guillemets, de personnes que l'on a à gérer, il va falloir faire attention puisque si la personne, là, je vais produire les comptes 2024, mais il se peut que je reçoive là, en juillet-août, l'information comme quoi la personne est décédée, avec l'acte de décès, et il faut que je produise les comptes de gestion 2025. Donc, faites attention, c'est que la mission, elle est permanente, comme on a l'habitude, mais il faudra bien que je produise, là, en 2025, potentiellement, j'aurai peut-être des comptes de gestion 2025 à produire, enfin, à vérifier. Donc, on vous a remis le cadre. Ouais, excuse-moi, vas-y. On vous a remis le cadre légal, sachant que en parallèle des outils qui ont été mis en ligne sur Sidonie par la CNCC, vous avez une note qui a été rédigée, donc qui est datée d'aujourd'hui, sur justement cette fameuse mission. Et cette note, qui fait 25 pages, reprend un peu les informations qu'on a nous remis dans le cadre légal qui figure dans le kit, et sont notamment rappelés l'objet de la mission, les modalités d'inscription et de retrait de la liste des professionnels qualifiés, pareil pour les modalités de désignation et de dessaisissement par le juge, les principales obligations qui incombent aux professionnels en charge du contrôle des comptes de gestion, évidemment la nature des contrôles, s'ils sont internes ou externes, les précisions sur l'entrée en vigueur, les conditions d'application et la fréquence du contrôle, donc ça c'est important, c'est ce que vient d'expliquer succinctement Fabrice, on y reviendra. La période de référence de l'établissement du compte de gestion, bien sûr les diligences à accomplir selon la circulaire, donc c'est celle dont on a parlé. Il y a des annexes, il ne faut pas hésiter à les consulter, et on va revenir dessus. Il y a aussi les rapports à émettre, et puis le barème des honoraires, et il y a quelques annexes. Donc là, c'est pareil, on vous invite à vraiment aller sur Sidonie, télécharger donc ce PDF, plus 4 outils. Et les outils, on reviendra dessus, c'est des documents Word, et pour une fin, comme d'habitude, c'est des exemples. Donc, dans le cadre légal, on vous a remis, Fabrice, si tu peux jouer avec l'ascenseur, s'il te plaît, donc les différents points, comme on l'a dit, donc le cadre légal, la base légale, le décret qui est applicable, l'arrêté évidemment aussi, les conditions de désignation avec les critères, c'est ce que rappelait Fabrice, il faut vraiment être inscrit sur une liste établie par le procureur de la République, sachant qu'il faut faire attention aux incompatibilités auxquelles on peut être soumise en tant que CAC, donc bien se poser les questions au moment de l'acceptation. Les étapes de la lettre de mission, donc donc on va y revenir. Donc tout ce qui est acceptation de la mission, réception des comptes de gestion, vérification des comptes évidemment, et l'approbation ou le rapport de difficulté.
On vous a aussi fait un focus sur tout ce qui est lié aux obligations et à la responsabilité du commissaire aux comptes. Forcément, ça ne va pas vous surprendre, il y a toujours les obligations de confidentialité, l'obligation de révéler au procureur de la République quand il y a des faits qui relèvent d'une qualification pénale. Et au niveau de la responsabilité civile, donc là, il faut être attentif à ne pas commettre de fautes ou de négligence dans l'exercice de notre mission. En termes de rémunération, on reviendra dessus. Il y a un onglet spécifique là-dessus, en plus du barème, etc. Et puis, on vous rappelle que vraiment, cette mission, elle est apparue depuis le 1er janvier 2024. Donc, les comptes de gestion des majeurs protégés doivent être vérifiés par des professionnels qui sont listés, souvent des professions réglementées, dont nous-mêmes. Et on vous a mis, pour info, les sources documentaires, donc avec les liens hypertextes qui renvoient à Légifrance ou à justice.gouv.fr, où là, vous pouvez récupérer vraiment la documentation qu'on a utilisée et qui constitue votre socle de base technique pour réaliser la mission, en complément de la documentation qui est disponible sur Sidonie. Sachant que tu l'as dit, hein, les professions réglementées, parce que en fait, le tribunal, quand il m'a répondu, en fait, j'étais en copie, en CC, donc j'ai vu les noms des autres personnes. Donc, j'ai vu un notaire et j'ai vu un commissaire de justice. Les mails, il n'y avait pas 10 000 personnes en CC, si vous voyez ce que je voulais dire. Donc, on n'est pas non plus, il n'y a pas eu foule, entre guillemets, qui s'est présentée. Mais on voit quand même que ça intéresse certaines professions réglementées et on voit bien la volonté du législateur quand même de mettre un petit peu de rigueur dans les contrôles qui sont effectués. Tout à fait. Sur le troisième onglet, on passe sur les étapes de la mission. Donc, on les a brièvement rappelées. Il y a la phase d'acceptation de la mission. Donc là, il faut vérifier les règles d'incompatibilité qui sont mentionnées dans le décret et puis être attentif aussi à notre code de déontologie, donc au titre 1. Au niveau de la réception des comptes, il faut vraiment s'assurer qu'on a bien les comptes et puis les différentes pièces justificatives dont on a besoin pour travailler. Normalement, c'est ce que disait Fabrice, on est censé les recevoir avant le 30 juin de l'année qui suit. Donc là, avant le 30 juin 2025, on était censé avoir reçu l'ensemble des éléments et des pièces qui concernent l'année civile 2024. Donc là, je ne sais pas, Fabrice, toi, si c'était exhaustif ou pas. Alors, j'ai reçu des éléments, on va dire, sur un tiers des dossiers que j'ai pour lequel j'ai été nommé, j'en ai un tiers où j'ai reçu des documents, j'en ai 0 où j'ai tout. Rien qu'en survolant, il manque forcément des documents. Dans certains cas, c'est très embêtant parce que j'ai vraiment ces limites, on va dire, pour le coup. Et rien qu'en survolant, on voit déjà qu'il y aura des recommandations à faire. On pourra en parler après. En fait, ça va relativement vite. Mais là, c'est en train de s'accélérer. Je reçois de plus en plus ces documents. Il y a deux catégories de MJPM, enfin de mandataires judiciaires. Il y a ceux où c'est des professionnels, donc c'est des associations. Donc, on les voit, c'est toujours les mêmes en-têtes de courrier qui reviennent. Et on a des familles. Et là, c'est compliqué parce qu'ils se méprennent sur notre mission. J'en ai certains qui m'ont contacté pour les aider à le produire. Et je leur dis, non, je ne peux pas être jugé partie. Faites-vous accompagner. Moi, je ne peux pas. Mon rôle, c'est de contrôler. Donc, on a quelques petits débordements de ce type-là. Et vous avez aussi, c'est quand même des personnes qui sont protégées. Justement, la personne qui est protégée qui m'a contacté. J'ai reçu un SMS, comme mon numéro est public. Il faut juste être prévenu que ça peut arriver et respecter les règles de déontologie habituelles et surtout bien avoir recours à MJPM, avoir ses coordonnées, donc son email, et faire preuve de pédagogie avec eux, parce qu'ils ne sont pas forcément, ils sont pas habitués. C'est ça. Ensuite, on a la partie sur les vérifications. Donc, ça va relever toute l'analyse des relevés bancaires, des mouvements financiers, des pièces justificatives, du patrimoine. C'est important d'avoir l'inventaire à l'ouverture de la mesure de la mise en place de la mesure. Si je peux me permettre, en fait, la vérification, j'ai envie de dire, mettez-vous dans la peau comme si c'était vos propres parents dont vous souhaitiez regarder les comptes. D'accord ? Donc, en fait, vous allez voir, il faut juste faire preuve d'esprit critique et de curiosité. La personne, elle a 5 comptes bancaires, elle est sous tutelle, elle a 94 ans. On parle de 4 ou 5 comptes courants. C'est ce que j'ai vu là, dans un des dossiers. Pourquoi il y a 4-5 comptes courants ? C'est pas logique. Pourquoi ? C'est une question que je vais poser au mandataire judiciaire. Puis moi, dans mes avis en opportunité, je vais dire, ça serait peut-être bien de fusionner tous ces comptes-là et n'en prendre qu'un seul. Non seulement il y a des frais bancaires, alors vous allez me dire, oui Fabrice, par rapport à nos seuils, oui, mais on est là quand même, ça fait partie des choses. Pourquoi il y a 5 comptes bancaires avec des frais bancaires et pourquoi l'argent qui est sur un livret A n'est pas placé sur un autre livret qui pourrait rapporter, avec moins de risques, qui pourrait rapporter de l'argent. Si la personne n'est pas imposable, pourquoi on n'a pas ouvert un livret d'épargne populaire? Pour vous donner un exemple, l'écart de rendement, c'est quasiment le livret A x 2 pour un livret d'épargne populaire. Donc,
ça paraît des petites choses, mais mis bout à bout, une personne sur 10 ans de placement, ça peut faire des grands choses. Donc en fait, c'est sortir un petit peu de notre cadre habituel, et c'est juste faire preuve de ce qu'on a l'habitude, c'est-à-dire faire preuve d'esprit critique quand on revoit les comptes dans leur intégralité. Et l'objectif, c'est quoi? C'est que derrière, ça doit aboutir sur un document, un rapport. Donc, soit on sera dans la capacité, au regard des diligences qu'on a mises en œuvre, de délivrer une attestation d'approbation avec ou sans observation, ça dépendra de nos travaux et des conclusions. Ou sinon, il ne faudra pas hésiter à rédiger un rapport de difficulté en cas d'anomalie, parce que les juges, justement, attendent d'être alertés là-dessus dans le cadre de nos diligences. Tout à fait. On va y venir un petit peu après, où je vais vous expliquer moi la méthodologie que je vais employer dès demain. C'est vraiment, on va commencer les travaux, comme l'a dit Marine, on est le 1er juillet, donc moi je vais commencer mes travaux. Et je vais vous dire moi comment personnellement je vais fonctionner par rapport à MJPM, et après au niveau du juge, si je n'arrive pas à obtenir la liste de documents dont j'ai besoin pour faire ma mission. Donc ensuite, on va passer sur la confidentialité. Donc là, pareil, on réinsiste vraiment, on est soumis au secret professionnel et à la confidentialité des informations. Donc, ça n'a pas vocation à se retrouver sur la place publique, mais ça, on a l'habitude. Et ensuite, en termes de rémunération, là, on verra, ça va calculer en fonction des ressources du major protégé et c'est modulé selon la complexité de la mission. Donc là, l'objectif, c'est quoi de cette démarche qu'on vous propose? C'est vraiment de garantir un contrôle qui soit rigoureux et conforme aux obligations légales qui nous incombent, avec comme ligne de mire la volonté de protéger les intérêts des majors protégés. Et je rajouterais aussi c'est que en fait, le décret ne dit pas qu'on doit faire un dossier de travail, mais c'est ce qui est attendu de nous, c'est qu'on a l'habitude, c'est dans notre ADN, j'ai envie de dire, de produire un dossier de travail. C'est que là, on va bien avoir tout un document, parce que vous allez recevoir beaucoup de documentation papier, parce que les ordonnances, on les reçoit par lettre recommandée, pas électronique. Donc en fait, moi personnellement, je vais revenir, même si je suis connu pour le digital, je vais revenir un petit peu à l'ancienne, ou avoir mon petit travail où je vais avoir mon recommandé, et rapidement pouvoir faire mes gris-gris pour aller le plus rapidement possible, du coup, dans le délai qui m'est imparti. Donc voilà, on va passer maintenant à l'étape nomination. Donc là, ça n'a rien d'extraordinaire. Ouais, non, c'est juste dans le dossier de travail, c'est savoir si vous êtes bien la bonne personne qui a été nommée, parce que vous pourriez très bien avoir Moi, par exemple, j'ai reçu il y a une faute d'orthographe sur mon nom. Bon, j'estime que ce n'est pas dramatique, parce que des Fabrice Sevrin dans 92 qui sont commissaires aux comptes, je suis le seul. Donc je me dis, bon, c'est pas une catastrophe, c'est une coquille du greffier, c'est pas la mer à boire, ça ne remet pas en cause, du coup, et je le soulignerai juste éventuellement qu'il corrige dans le système. Donc sur la nomination, pour moi, il n'y a rien de particulier, c'est juste bien conserver l'ordonnance et le recommander qu'il y a derrière. Donc moi, personnellement, je l'agrafe, je le scanne aussi, du coup, parce que j'ai une collaboratrice qui est en télétravail. Donc du coup, on a bien l'ordonnance judiciaire, donc bien vérifier, parce que dedans, c'est assez riche d'informations, puisque vous allez avoir les coordonnées du mandataire judiciaire, la personne, donc savoir son âge, sa dénomination, enfin pas dénomination sociale, pardon, sa civilité, savoir de qui on parle, est-ce qu'elle est mariée ou pas, vous allez voir, ça peut avoir un impact, je vais vous expliquer pourquoi, et éventuellement les coordonnées, donc ça vous permet de créer votre petite fiche, du coup documentaire, pour mettre dans votre dossier de travail, pour savoir qu'il faut contacter. Ça alimente le CRM. Moi, j'ai mon propre outil que je t'ai montré tout à l'heure, mais du coup, oui, ça va te permettre en fait, vous allez avoir toujours les mêmes noms d'associations qui reviennent. Donc, c'est pas commettre d'impair, du coup, de contacter la mauvaise association. Voilà, c'est pas la personne qui est protégée, c'est pas l'association qui gère. C'est ça. Et donc, ici, on vous a préparé un petit onglet assez succinct où dedans, vous avez la période du compte de gestion, donc l'année civile, là, on sera sur 2024, 1er janvier, 31 décembre. Ensuite, le nom du mandataire judiciaire à la protection des majeurs, le fameux MJPM cher à Fabrice. Alors, oui, c'est une période de 12 mois, mais vous pourriez très bien avoir le cas, moi je ne l'ai pas eu, mais on vous nomme là parce que la personne est décédée et c'est de contrôler les comptes 2025 pour la période, mettons, du 1er janvier 2025 au 30 juin ou 1er juillet 2025. Donc, il faut faire attention de quelle période on parle parce que, comme on l'a dit, le délai court est plus court quand la personne est décédée. C'est ça. Ensuite, numéro de l'ordonnance de désignation, le nom, prénom des majeurs protégés, la date de l'ordonnance, les coordonnées du juge, ça c'est pareil, ça va être utile. Et ensuite, un copie écran de la mission qui est confiée dans l'ordonnance. Et puis, avoir en tête qu'en fonction de la consistance du patrimoine, selon l'inventaire notamment, du niveau de revenu, de la complexité des sources de revenus notamment, il ne faut pas hésiter à se rapprocher du juge pour appréhender la possibilité ou non de solliciter un budget complémentaire compte tenu des diligences à entreprendre. Tout à fait. Sachant que l'ordonnance, elle est importante, parce que théoriquement, pour la consultation de FICOBA, FICOVI, normalement, on n'y a pas accès en tant qu'expert rentable commissaire aux comptes. Là, en fait, vous pouvez exceptionnellement avoir accès à FICOBA, FICOVI,
du moment que vous avez une ordonnance judiciaire, puisque c'est force de loi, donc on doit vous communiquer. L'intérêt, c'est au moins de faire un check, peut-être pas forcément tous les ans en fonction du budget, mais de checker qu'on a bien l'exhaustivité des comptes bancaires. Parce que FICOBA, FICOVI, pour ceux qui ne connaissent pas, en fait, on n'aura pas le solde, on aura juste un compte, c'est-à-dire la liste des comptes ouverts au nom de la personne protégée. Donc, ça permettra de s'assurer qu'il n'y a pas un trou dans la raquette, qu'il ne manque pas un compte bancaire, même qui n'est pas alimenté, mais directement, on doit avoir l'exhaustivité des comptes bancaires et des contrats d'assurance. Sachant qu'il peut y avoir des trous dans la raquette chez FICOBA, FICOVI. Oui, alors on parle uniquement des comptes bancaires déclarés, hein, bien entendu. Situé en France, si le majeur protégé a un compte bancaire à l'étranger, j'ai envie de dire, c'est plus problématique. Si on passe sur l'onglet 2, acceptation, ouais. Donc là, on arrive sur les petits trucs qu'on aime bien faire en tant que CAC, les tic-tic. Je rigole. Hein. Donc on reprend les informations, on ne va pas y revenir dessus sur le début les premières lignes du fichier. Et ensuite, on vous a préparé un questionnaire lié à l'acceptation de la mission avec une première partie sur les risques liés à la mission. Donc, notamment, est-ce qu'on est bien inscrit sur la liste établie par le procureur, sachant qu'on a des éléments à fournir. Est-ce que prendre la précaution quand on est inscrit depuis plusieurs années, qu'on est toujours bien inscrit et maintenu en qualité de commissaire au compte habilité à faire cette mission. S'assurer que l'assurance couvre bien la mission. Donc, je crois que Fabrice t'avait interrogé. Oui, tout à fait. Enfin, j'avais posé la question à ma CRCC de rattachement et qui m'avait confirmé que oui. Et comme je suis quelqu'un de très peureux, j'ai aussi envoyé j'ai eu confirmation de Sophia Assure, enfin de l'assureur groupe, comme quoi c'était bien pris en compte puisque ça rentre dans le cadre des missions légales. Modulo, attention, si demain vous aviez Bernard Arnault en compte de tutelle, bien entendu, demandez une extension. Parce qu'on l'a dit, on engage notre responsabilité civile. La responsabilité civile, elle est quand même plafonnée. Donc, il faut faire attention à qui vous avez affaire. C'est juste faire un check si l'assurance que vous avez souscrite, elle est bien en adéquation avec l'éventuelle faute que vous pourriez commettre. C'est ça. Ensuite, la question qu'on se pose, c'est est-ce que toutes les obligations d'inscription précisées donc au niveau du décret, on vous le rappeler, si elles sont bien respectées. Et ensuite, le respect du code de déontologie, ça, c'est tout ce qui est sur l'indépendance et les incompatibilités. Ensuite, on s'intéresse sur les risques d'incompatibilité et des conflits d'intérêts. Donc, est-ce qu'il y a un lien de parenté? Est-ce qu'il y a des liens d'alliance? Est-ce que dans les 5 ans, on a perçu une rémunération directement ou indirectement? Est-ce qu'on a été amené à travailler avec le conseil du majeur protégé? Est-ce qu'on a été en situation de subordination? Ou est-ce qu'on a été dans une situation qui puisse remettre en cause l'acceptation ou la poursuite de la mission? Donc, à partir de là, en fonction de ce que vous avez répondu, vous serez en mesure d'apprécier si vous pouvez accepter ou pas la mission. Alors, si je peux me permettre, il faut avoir une vision assez large dans le sens où, pour moi, on ne l'a pas mis dans le document, mais si votre conjoint, par exemple, il faut vraiment lever tout doute. Je ne vais pas dire que dans les autres missions, on ne le fait pas, mais là, pour le coup, il ne faut pas qu'il y ait l'ombre d'un soupçon. Quand bien même vous auriez une mesure de sauvegarde, comme on a l'habitude, c'est-à-dire un associé qui pourrait relire, corriger ou ce genre de choses, le rapport. Moi, personnellement, je n'irai pas. Parce qu'on parle quand même ça touche le lien familial, ça touche les personnes personnellement. Et là, personnellement, enfin, moi, à titre. Si j'ai le moindre ombre d'un doute, je préfère refuser la mission plutôt que me dire non, mais c'est bon, ça va le faire, personnellement. Ne vous inquiétez pas, comme dit, il doit y avoir à peu près 500 000 personnes qui seront protégées à terme. Il y a suffisamment de dossiers. On passe sur la partie lettre de mission. Oui. Donc là, merci la CNCC pour votre communication de 14h. De 15h pour un webinaire à 17h30, enfin 17h. Donc ils ont fait un modèle, on a survolé avec Marine ce qu'ils ont fait, ils ont été prolixes du coup dans les documents qui ont été produits. Ils ont produit une lettre de mission. On a juste un point, c'est l'onglet 4, c'est sur la rémunération. Où là, on a eu tout un débat avec Marine, on va y venir juste après. Et notamment dans la lettre de mission, vous avez notamment ce problème des honoraires. C'est là où je vous expliquais le point de discours, pas le point de discours, le point d'échange qu'on a eu avec Marine. C'est que théoriquement, l'habitude, on va parler franchement, en tant que commissaire aux comptes, vous avez l'habitude, on reçoit les comptes, on produit un budget, on fait la propale, c'est accepté, on fait la lettre de mission, blablabla, c'est signé, on est nommé, blablabla, tout va bien. La problématique là, c'est que dans les délais qu'il a impartis, c'est que vous n'aurez pas les comptes. Le problème, c'est que le barème, il est défini selon le patrimoine de la personne, mais dans l'ordonnance que vous recevez, qui vous nomme, vous n'avez pas les comptes de la personne. Ce qui est problématique. Ni l'inventaire. Donc en fait, vous naviguez à vue. Donc la problématique, c'est que il faudra avoir au moins les comptes N-1 en se disant le patrimoine n'a pas dû
varier énormément. Donc, ça me permettrait d'avoir un budget d'honoraires pour savoir si j'accepte ou pas la mission. Et c'est là la problématique, c'est que techniquement, si vous refusez, en gros, c'était tout le point qu'on avait, c'est que théoriquement, nos règles déontologiques nous interdisent de prendre un dossier, que ce soit expert comptable commission au compte d'ailleurs, si on n'a pas le budget pour conduire notre mission de manière adéquate. La problématique, c'est que quand on regarde le budget qui est défini par décret, le minimum que l'on va être payé, c'est 30 €. Voilà, c'est marqué, vous irez voir dans l'onglet rémunération. Quand on télécharge l'Excel, je peux vous le montrer, vous tapez 0, 0, la personne, elle a le RSA, elle n'a pas de patrimoine, mécaniquement, mes honoraires, c'est 30 €. Bon, ok, très bien. Pour 30 €, vous faites votre, c'est quoi, c'est une demi-heure d'un collaborateur, on va dire. La problématique, c'est qu'on ne peut pas accepter, c'est pas dans l'ADN des commissions en compte d'accepter ce type de mission. La problématique, en ayant échangé avec des juges en voix off, c'est que si vous pouvez refuser si vraiment, en fait, ça devient compliqué. Le problème, c'est que si vous refusez systématiquement l'émission, qu'est-ce qui va se passer? Les juges, ils ne sont pas fous. Hein. Ils vont arrêter de vous en envoyer. C'est qu'ils savent très bien que pour 30 €, par rapport à nos honoraires habituels, vous ne pouvez pas faire la mission. Par contre, j'ai reçu, moi, déjà, par rapport à mon expérience, dans les dossiers que j'ai reçus, il y a des dossiers qui vont, on va dire, quand on va pondérer, globalement, on s'y retrouve. J'ai envie de dire ça. Sauf que je dois faire aussi bien le travail si je suis payé à 30 € ou je suis payé 1 000 € pour faire quasiment sachant que quand on a uniquement des pensions et retraites et quelqu'un qui a 3 livrets, vous doutez que ça va assez vite à contrôler. Donc, c'est là où il va falloir s'adapter. Donc ça, c'est personnellement, vous verrez, hein, c'est chacun verra son nom et conscience. Est-ce que vous acceptez ou pas? Sachant que moi, j'ai accepté, je n'ai pas demandé à être réaccusé, parce que vous avez un délai de 15 jours, hein, entre le moment où vous recevez l'ordonnance et le moment où vous pouvez refuser. Le délai est assez court. Et je m'étais dit, tant pis, je n'aime pas le terme joueur, mais il dit, de toute façon, j'ai accepté d'être sur le décret, allez, tant pis, j'y vais. Et on avisera. Et puis l'année prochaine, si vraiment j'avais que des dossiers à 30 €, je mettrai fin, je demanderai à être radié de la liste. Si vraiment, en fin d'année, si je vois que je n'arrive pas à conduire ma mission dans le budget qui m'était imparti. Sachant que vous pouvez très bien demander des budgets complémentaires. C'est-à-dire, si vous voyez vraiment que la personne a un patrimoine assez élevé et que du coup, ça va nécessiter du temps et des diligences complémentaires, vous pouvez demander une enveloppe complémentaire, mais il n'est pas dit que le juge vous l'octroie. Donc, c'est un petit peu au cas par cas. Et voilà. Quand il y a une demande de budget complémentaire, on ne peut que vous conseiller d'étayer, bien sûr, votre position et votre demande, d'expliquer pourquoi est-ce que le budget initial qui a été octroyé n'est pas suffisant et vraiment d'expliquer pourquoi un budget complémentaire est nécessaire, les diligences qui sont menées, estimer quand même une idée du temps à passer, parce que c'est important, pour que le juge puisse appréhender de manière précise cette demande et qu'il puisse vous suivre s'il est d'accord avec... Tout à fait. La problématique, c'est vraiment la notion de délai entre le moment où vous êtes nommé, l'ordonnance qui arrive en recommandé au cabinet. Vous avez 15 jours, mais alors vous pouvez très bien, dans le délai des 15 jours, demander au MJPM les comptes, l'inventaire, pour vous baser sur le N-1 pour dire j'estime mon budget à temps et le marquer dans la lettre de mission pour envoyer la lettre de mission et qu'elle soit signée. Mais il faudrait que tout ça soit dans le délai de 15 jours, parce que sinon, théoriquement, vous êtes coincé. L'envoi de la lettre de mission n'est pas suspensif de l'ordonnance judiciaire, le délai court. Et c'est pour ça que le délai est un peu court. On verra avec les magistrats, peut-être pour le faire évoluer, qui nous laisse peut-être un délai raisonnable de 30 jours, ça me semblerait cohérent, entre le moment où j'ai demandé les éléments au MJPM pour faire mon budget et le moment où j'accepte définitivement la lettre de mission. Et ça va être un petit point d'échange avec les juges, parce que le délai de 15 jours est quand même très restreint par expérience, surtout que ça arrive, les ordonnances. Moi, j'ai tout reçu au mois de janvier. Il ne vous a pas échappé qu'on a légèrement occupé à partir du 1er février jusqu'au 30 avril pour certains d'entre nous, ou même 30 juin pour les confrères CAC, dont je fais partie. Ça ne vous a pas échappé qu'on est quand même assez occupé. Donc, le délai est quand même assez... le risque, c'est que vous mettiez le LRAR, la lettre recommandée de côté, et que vous n'ayez pas forcément les réponses dans le délai imparti. Yes. Dans la lettre de mission, sans rentrer dessus, parce que vous irez la récupérer sur Sidonie, on retrouve un peu un format classique avec les objectifs et l'étendue de la mission. Où donc là, on rappelle pourquoi est-ce qu'on est désigné, les articles du Code civil et du Code de procédure civile, en quoi consiste le contrôle du compte de gestion. Et ensuite, vous avez une partie sur l'organisation de la mission. Pareil, ça on a l'habitude, c'est dans nos lettres de mission habituelles. Et un point sur les honoraires. On ne va pas revenir dessus, on vient d'en parler avec Fabrice. La seule chose, c'est que soyez attentifs, les honoraires sont fixés par décret. Donc, ça ne veut pas dire que ça sera revu annuellement.
il faudra être attentif à la publication du décret. On le précise. On précise parce que dans la lettre de mission, il est indiqué que ça sera revalorisé annuellement, ce qui n'est pas possible, puisque du coup, c'est le décret qui définit le barème. Donc, on ne peut pas. Donc, il y a un petit point de discorde qu'on a déjà sur la lettre de mission qui nous a été communiquée, où moi, j'enlèverai cette partie-là, puisque non, ça n'a pas lieu d'être. Du coup. Et il manquait aussi accessoirement un document assez essentiel dans l'annexe 1 de la lettre de mission, qui doit nous être communiqué dès qu'on est nommé. Qui concerne l'inventaire du patrimoine à l'entrée en vigueur de la mesure de protection. Tout à fait. Donc c'est pareil, vous avez 2 annexes. L'annexe 1 qui est un exemple de liste de documents qui est à compléter en fonction de ce qui vous semble bon de demander. Et ensuite, l'annexe 2, sans surprise, c'est tout ce qui est lié à la RGPD. La problématique qu'on va avoir sur l'inventaire, c'est que, alors, par expérience, moi, je ne l'ai reçu, j'ai reçu les éléments, mais je n'ai pas reçu d'inventaire stricto sensu. La problématique qu'on va avoir, et ça, moi, je le mettrai dans mon rapport en disant, moi, perso, vu que je ne l'ai pas eu, je ne peux pas me positionner dessus. La problématique, ça va être surtout s'il faut se poser la question, et ça, je ne l'ai pas vu dans le document je n'ai pas eu d'échange dessus avec la CNCC et encore moins dans le document. La problématique, c'est est-ce que vous devez vous déplacer à l'inventaire physique ? Je vous prends l'exemple, vous avez une personne qui est protégée, elle a un patrimoine, il y a des tableaux, des bibelots, vous voyez ce que je veux dire ? Alors, moi, je n'ai pas de compétences en la matière, je ne suis pas commissaire-priseur. On s'adjoindra d'un commissaire-priseur. Ouais. Il faut ou d'un commissaire à minima un commissaire de justice pour vérifier les biens et qu'il y ait un inventaire précis, notamment s'il est assez consistant. Et ça, pour l'instant, moi, je ne l'ai pas vu. Quand j'ai échangé avec un MJPM, il m'a dit qu'il ne voyait pas de quoi je parlais. Donc, on va avoir un petit peu de pédagogie à faire. Donc, on leur dire en gras et en rouge dans le rapport, l'inventaire ne nous a pas été communiqué. À charge pour le juge de savoir si le patrimoine est consistant et nécessite un inventaire précis. On passe à la partie rémunération, Fabrice. Tu peux t'éclater avec le tableau ? Alors, on vous a mis, du coup, c'est remis en forme le tableau, c'est ça qui est fini le calcul, pour ça que je vous ai dit en rigolant, c'était une demi-blague, en disant c'est assez complexe à comprendre, parce que du coup, vous avez une notion de revenu et une notion de patrimoine, et vous avez des notions de tranche, d'accord, avec des 0,8 en fonction de la tranche, 0,9 en fonction du SMIC, donc ça évolue en fonction du SMIC, et après en fonction des revenus annuels. Donc, c'est assez complexe à calculer, je ne vous cache pas. Ce qu'on a fait, et après, vous avez en fonction du patrimoine des majorations en fonction des tranches de patrimoine. Pour vous éviter les maux de tête malgré la chaleur, on vous a mis le lien vers l'annexe qui fait le calcul des honoraires. Et vous avez juste à remplir les chiffres du montant du patrimoine valorisé, donc encore faut-il avoir l'inventaire, et les revenus. Et ça vous donnera le montant du calcul pour pouvoir qu'il faudra indiquer sur votre facture, sachant que la facture est adressée au MJPM qui vous la paiera. Dans la lettre de mission, juste pour information, elle n'est pas signée par le major protégé. Vous pouvez vous en douter, parce qu'il n'est pas apte à signer ce genre de document. Donc, ce n'est pas le juge non plus, c'est le MJPM qui va signer notre lettre de mission. Donc, j'ai envie de dire, il faudra quand même faire preuve de mansuétude et de pragmatisme dans les documents qu'on va leur demander, puisque c'est eux, in fine, qui signent la lettre de mission, la lettre d'affirmation, et qui vont payer nos honoraires. Donc, on vous a remis, donc, vous voyez, le calcul est assez complexe. Je ne vous cache pas, moi, quand je l'ai vu, j'ai eu un peu peur. In fine, maintenant, avec la formule de calcul, j'ai un peu plus compris là où on va, sachant que ce n'est pas une mission où vous allez faire des millions d'euros. On l'a dit, ça va varier entre 30 euros et 6 000, mais on monte par expérience assez rapidement autour de 1 000 euros à peu près pour quelqu'un qui a un revenu entre 60 000 et 120 000 euros de retraite. Mécaniquement, ça vous donne à peu près une fourchette. Sachant que, pareil, quand on regarde les documents que j'ai reçus, le travail à faire entre quelqu'un qui a 120 000 euros de revenus et quelqu'un qui est au RSA, je veux dire, il faut bien vous douter que la personne qui est au RSA, elle ne va pas avoir des millions de factures à pointer. Pareil, la personne qui a 120 000 euros, qui est en 120 000 euros de retraite, pardon, et qui est en EHPAD, pareil, elle ne va pas avoir des millions de dépenses. On va dire, ça va être relativement plafonné. Voilà ce qu'on peut dire sur la rémunération. Je peux vous montrer, si j'y arrive, à quoi ressemble l'autre Excel. Ouais, le simulateur. Hop. Alors, hop, vous avez la simulation. On voit correctement mon écran. Est-ce qu'on a le retour? Ça charge. C'est un petit simulateur. Il y a marqué renseigner ci-dessus. Il faut que je partage l'autre Excel. OK. Alors, attendez. Hop. Hop. Ouais, je vais arrêter le partage et le reprendre. Je reviens sur le truc. Hop, ça serait dommage de vous perdre. Hop. Est-ce que je vais partager tout mon écran? Ça va être plus simple. Non, je ne peux pas. Je peux faire que la fenêtre. Et c'est bon. Alors, je ne peux pas vous le partager, a priori.
Ah si, c'est bon. Hop, ça prend un peu de temps. Voilà, ça devrait être bon. Renseignez ci-dessus, nickel. Donc là, ils vous ont mis, donc il faudra mettre les tranches voilà, en fonction qui vont évoluer chaque année. En principe, c'est revalorisé chaque année. Vous avez juste à mettre le montant ici des ressources. Voilà. Donc je ne le fais pas volontairement, vous ferez le test. Au pire du cas, si vous n'arrivez vraiment pas à retrouver le document, vous nous ferez un petit mail. Et automatiquement, c'est ça, oui, il y a les majorations qui vont se calculer automatiquement en fonction du patrimoine. Il faut bien distinguer si la personne a des revenus supérieurs au RSA ou inférieurs au RSA, puisque les mesures concernent aussi bien des personnes qui n'ont pas de qui quasiment ont peu ou pas de revenus, ou des personnes qui ont un revenu assez important. Sachant que cette annexe, c'est l'annexe 7, comme le disait Fabrice, et Oui. dans la partie cadre légal, en bas, vous pouvez la retrouver, on vous a mis les liens. On vous l'a mis à 2 endroits pour vous faciliter un petit peu le travail de récupération. Je reviens à l'autre Excel. Hop, hop, j'arrête leur partage et je le remets. Partager, partage d'écran. Je reviens à l'Excel, ça prend un petit peu de temps. Partager. Tac. Hop. Et on bascule au modèle de compte de gestion. Alors, juste en aparté, la rémunération pour ceux qui n'étaient pas là au premier webinaire. Personnellement, cette mission-là, je ne la fais pas pour l'argent, comme vous pouvez vous en douter. Il y a d'autres considérations à titre personnel qui viennent à l'intérieur. C'est juste en aparté, je pars du principe que les juges nous font confiance, on est attendu par la société civile au sens large, on nous fait confiance. C'est une mission d'intérêt général. C'est une mission d'intérêt général, on a eu comme la loi Pacte, rappelez-vous, hein, donc ça serait quand même bien, donc c'est pas que je vous incite du coup à le faire, c'est plutôt quand on y va pas pour l'argent, pour la mission, parce qu'il y avait eu un petit peu des débordements dans le chat, je n'avais pas vu le chat encore, mais du coup sur le montant minimum des honoraires, mais dites-vous que les juges sont pragmatiques et que forcément, ils vont vous attribuer des dossiers où ils savent très bien qu'il faut bien qu'on vive. Donc, ils ne vont pas nous confier 500 dossiers avec 30 €. Sinon, l'année d'après, vous allez vous radier, radier de la liste, pas en tant que commissaire aux comptes, mais vous allez vous radier de la liste des personnes qui vont faire les contrôles. Donc, les juges n'ont aucun intérêt à, entre guillemets, donner tous les bons dossiers à la même personne et vous laisser les mauvais. Sachant qu'il n'y a pas de bons ou de mauvais dossiers, il n'y aura que les dossiers à traiter. Je bascule sur le modèle de compte de gestion. Yes. Donc là, c'est la liste un petit peu à la Prévert, du coup, qui est définie par décret. On vous a remis un petit peu les informations sur la personne du coup protégée. Donc ça, vous pouvez faire un report d'informations. Le nom de naissance, parce que vous pouvez avoir des personnes qui sont qui ont été mariées auparavant. Alors, j'attire sur votre attention qu'il y a quand même un phénomène de société. On ne le voit pas trop pour les personnes, parce que moi, les dates de naissance, en ce moment, j'ai plutôt des gens nés entre 1925 et 1940. Il n'y a pas ce cas-là, mais vous pouvez avoir des cas où des personnes, c'est des familles recomposées. Et là, ça va être assez compliqué. Pourquoi? Je viens au point. C'est les pensions de réversion. C'est-à-dire, si vous avez monsieur ou madame qui ont été mariés, la personne n'a pas travaillé, elle a le droit d'obtenir une pension de réversion sur la retraite complémentaire. Donc, ne vous inquiétez pas, vous allez devenir des champions du monde de la pension de réversion et de la retraite complémentaire. Sauf que déjà, il y a un dossier, je l'ai épinglé. En fait, on voit que la personne n'a pas de revenus, elle a été mariée, très bien. J'ai demandé au MJPM, sous quel régime elle avait été mariée. Il m'a dit, régime légal, communauté réduite aux acquis. Et en fait, je dis, mais est-ce que la personne, on a fait une demande, est-ce qu'une demande a été sollicitée sur la pension de réversion? Il ne m'a pas répondu à ce jour. Bon, vous doutez que l'avis en recommandation, il est tout prêt. Parce que la personne, potentiellement, elle peut avoir des revenus complémentaires, sachant que c'est rétroactif. Hein. Donc, on pourrait très bien lui obtenir un montant assez substantiel de retraite complémentaire, sachant que ça viendra en moins du RSA. Donc, collectivement, entre guillemets, ça pèsera moins sur les finances de l'État, sachant que ça ne vous a pas échappé qu'en ce moment, c'est un petit peu tendu. Et ça sera tendu pour la loi de finances à venir. Donc, on vous a remis, du coup, la personne protégée. Bon, on vous a mis son téléphone, son adresse de messagerie. Je vous déconseille d'échanger avec le major protégé, d'accord? Il vaut mieux échanger directement avec le MJPM. Vous risquez d'avoir la famille qui va vous contacter aussi. Pareil, secret professionnel. Personnellement, moi, je leur ai dit de contacter le MJPM que je n'étais pas en mesure de transmettre de l'information ou vers le juge, éventuellement. Sachant que vous allez voir que les mails sont assez tendus. Je passe du coup sur les quelques anecdotes que je pourrais avoir. La mesure de protection, savoir si vous êtes sous tutelle, curatelle renforcée, sauvegarde de justice, j'en ai pas eu. Mandat de protection future ou mandat d'accompagnement judiciaire. Généralement, vous allez tomber sur de la tutelle ou de la curatelle renforcée. Sachant que la tutelle peut basculer en curatelle renforcée sur décision du juge ou l'inverse. Sachant qu'une personne qui est sous tutelle,
moi, j'ai pas eu de cas. Enfin, je vois mal comment une personne qui est sous tutelle pourrait sortir de la tutelle. Mais bon, ça pourrait très bien arriver. La date de nomination, c'est bien de le rappeler pour voir si c'est toujours à jour, sachant que la durée de nomination, elle peut varier d'un dossier à un autre. Ça peut très bien être une période de 10 ans comme une période moins. Donc, il faut faire attention parce que ça va jouer sur votre durée de votre mission. Donc, c'est bien vérifier si votre mission est toujours bien couverte par l'ordonnance du juge, parce qu'il pourrait très bien arriver que le juge ait oublié de proroger votre mission. L'existence d'un patrimoine immobilier, donc théoriquement, on devrait l'avoir via l'inventaire, mais on peut le détecter via les taxes foncières. Donc, si vous avez une taxe foncière, il y a forcément du patrimoine immobilier. Donc, c'est voir un petit peu le patrimoine immobilier qui est sous-jacent. Donc là, pareil, il y a des trous dans la raquette, puisqu'on ne vous communique pas les taxes foncières, mais sauf que vous allez voir prélèvement taxes foncières. Donc, on va se dire, tiens, c'est bizarre, pourquoi on ne me l'a pas transmis? Voir s'il y a des variations dans le patrimoine immobilier de la personne, puisque du coup, s'il y a eu une vente, c'est au profit de qui et ou de quel montant? Vous allez me dire, vous n'êtes pas des agents immobiliers. Oui, mais si on voit que ça a été vendu au profit du mandataire judiciaire, il faudra peut-être se poser la question à quel prix ça a été vendu. Ou si ça a été vendu aux enfants, à quel prix? Ou au cousin germain, pareil, se poser la question qui est le bénéficiaire du crime, entre guillemets. C'est voir un petit peu si c'était bien dans l'intérêt, si le prix a bien été vendu, on va dire pas un prix trop important, sachant qu'il y a une procédure au niveau des impôts, ça s'appelle, ça va me venir, c'est si on vend le bien inférieur à 7/12 du prix de vente normal, en fait, les impôts sont capables de préempter le bien, sauf qu'ils ne le font pas forcément. Mais si quelqu'un est malin, il pourrait très bien faire un 10/12 du prix, c'est une vente à vil prix et du coup en bénéficier. Donc faire attention, c'est assez sensible du coup au niveau du patrimoine immobilier. Et si on rappelle, même si on l'a dit tout à l'heure, le commissaire aux comptes, dans le cadre de cette mission, doit bien faire une révélation de faits délictueux s'il découvre des faits délictueux. Là, donc, pas hésiter à le faire. Donc, dans les exemples que tu donnais, on est dedans. Là, on est sur de l'abus de confiance et voire éventuellement de l'escroquerie. Donc là, vous avez toutes les qualifications pénales pour faire non plus. Non, il y a aussi éventuellement une déclaration de soupçon. Enfin, vous avez tout ce qu'il faut pour théoriquement révéler au procureur de la République pour dire qu'il y a eu une malversation. Donc ça, faites attention parce que l'immobilier, c'est quand même très sensible dans les familles. Je pense que vous avez tous un vécu personnel où voilà, ça fait toujours la maison qui a été achetée à moins cher par le cousin et ça fait des générations de volonté on va dire, d'obtenir gain de cause. Les placements financiers, donc ça, vous avez forcément des personnes qui vieillissent, qui vont en EHPAD. Et là, maintenant, je n'avais pas connaissance du prix d'un EHPAD. Je peux vous dire, ça fait grincer les dents. Donc, un conseil, c'est, confrère commissaire aux comptes, préparez vos retraites, parce que ça coûte très, très cher. Et du coup, on voit les placements financiers qui sont consommés parce qu'on nous demande un petit peu de voir l'évolution du patrimoine de la personne. Et on voit entre le N et le -1 que ça varie. Et on se dit, oui, mais c'est normal, ça paye l'EHPAD. Et ça coûte très, très cher, du coup, l'EHPAD. Donc, les placements financiers et voir l'adéquation du placement financier. Quelqu'un qui va avoir une assurance vie qui est placée en unité de compte et non pas en assurance fonds euro alors qu'elle a 94 ans, il y a un petit sujet de discussion avec le CGP parce que la personne, on devrait avoir une adéquation de son patrimoine non risqué par définition puisque la personne est quand même à un âge assez avancé. Donc, théoriquement, c'est vérifier le type de placement financier qui ont été souscrits. Les raisons, donc on peut avoir des regroupements de comptes bancaires, on va dire de vente de PEA s'il y en a, de transfert de compte courant, de plans arrivés à échéance, voilà, ce qu'on voit traditionnellement, ne vous inquiétez pas, vous n'allez pas avoir grand-chose. C'est que vous allez vous retrouver avec des comptes bancaires avec 50 000 € sur le compte courant, j'ai eu le cas, alors que la personne n'a pas du tout besoin de 50 000 € sur le compte courant. Donc pareil, c'est faire preuve de dire, mais pourquoi l'argent n'est pas placé? Parce que vous faites le prix tarif, 40 000 € à 2%, ça fait quand même, ça paye les honoraires du commissaire aux comptes qui va vérifier les comptes de gestion. On vous demande vous allez lister les différents types de revenus, les rentes viagères. Pareil, soyez vigilants sur les rentes viagères. Qui a acheté en viager le bien? Je vous rappelle, le viager, c'est qu'on décompose le bien en deux, c'est-à-dire le bouquet initial qui est versé et la rente qui est versée. Donc, vérifier qui est bénéficiaire de la nue propriété du bien. Vous pouvez avoir des allocations adultes handicapés, familiales, je passe, des allocations logement, des allocations chômage. C'est peu probable pour des personnes qui sont sous tutelle, mais bon, admettons, on pourrait très bien avoir ce genre de type de revenus. Vous allez avoir les revenus de type de placement immobilier, donc faites attention, s'il y a des actions, il devrait y avoir des dividendes, en théorie. Des revenus exceptionnels, donc là, j'ai eu le cas, on m'a transmis alors on m'a dit que la personne avait hérité, c'est marqué en fait, dans le MJPM m'a dit qu'il y avait un héritage, oui, mais j'ai pas l'acte, moi, j'ai pas l'acte notarié, donc j'aimerais bien voir du coup la personne de quoi elle a hérité et de quelle est la consistance du patrimoine qui a été hérité, et si je le retrouve dans les comptes de gestion qui m'ont été transmis. On retrouve les ventes, et en fait, je l'ai détecté dans les comptes de gestion, puisqu'en fait, il y avait un laïus, il y avait un virement qui avait été effectué au notaire pour payer les droits de succession. Des remboursements, éventuellement, comme c'est des personnes qui ont une santé potentiellement fragile, on peut avoir des remboursements, mais soyez vigilants, c'est que la personne, c'est pas normal, si elle a 94 ans, qu'il n'y a pas de remboursement de soins de santé.
c'est qu'il y a un trou dans la raquette. Donc, ce qu'on pourrait très bien imaginer, une malversation, où en fait, elle reçoit bien des virements de la CPM, mais ça n'arrive pas sur le bon compte. Et après, on vous a mis les dépenses de vie courante. J'attire votre attention sur les retraits en espèces. Typiquement, les retraits en espèces, moi j'en ai déjà eu, où la personne, le MJPM, retire 500 € en espèces, donc c'est-à-dire 2000 € d'espèces par mois pour la personne qui est sous tutelle. Donc moi, dans mes recommandations, je vais marquer, oui, mais en fait, ça serait peut-être bien de lui ouvrir une carte bleue à débit, bloqué, je ne sais plus comment ça s'appelle, une électron là, une carte bleue où il n'y a pas de, c'est un peu comme les enfants, c'est-à-dire il y a de l'argent dessus, ils peuvent payer un certain montant et ils ne peuvent pas être à découvert. Bon, c'est pas normal qu'elle ait à titre personnel, je ne vois pas pourquoi elle a autant en espèces. Les logements, les impôts et taxes, l'impôt sur la fortune immobilière, peu probable, les frais d'assurance, ce genre de choses, mais en général, elles sont en EHPAD, les achats importants, ce genre de choses, les travaux. Alors, sachant que le secret médical s'impose, mais vous pouvez aller directement obtenir, si vous vous déplacez auprès du tribunal, savoir un petit peu la personne à qui vous avez affaire. Et notamment, vous allez avoir des cas du syndrome de Diogène, vous allez avoir des personnes… donc moi, je ne l'ai pas fait, je ne me suis pas encore déplacé parce que je vais faire un one-shot, c'est-à-dire je vais y aller et demander à consulter tous les dossiers. Vous pouvez avoir des choses assez particulières, c'est quand même des situations de vie un peu délicates, avec des situations assez compliquées, on va dire, et généralement, ils sont accompagnés d'une assistante sociale. Donc, c'est au moins savoir, c'est pas que vous commettiez d'impair dans le rapport ou dans les avis en recommandation, que ce soit hors sujet par rapport à la situation de la personne. Les emprunts en cours, donc généralement vous en avez peu ou pas, parce que généralement vous vous doutez bien que les banques ne vont pas prêter à ce genre de… Malheureusement, ils ont des difficultés pour obtenir des prêts, et les autres dépenses. Et après, la balance en fin d'année, c'est le document, ça on l'a généralement sans problème, c'est-à-dire le solde fin d'année dernière, solde de cette année, et voir un petit peu, vous poser la question, est-ce que la personne s'est enrichie ou à minima a maintenu son patrimoine, ou s'est appauvrie, et si elle s'appauvrit, pourquoi elle s'appauvrit? Voilà pour ma part. C'est toi le professionnel qui agit sur le terrain. Donc, en fait, là, je bâtis mon corpus, entre guillemets, de diligence que je vais effectuer. On ne vous l'a pas mis dans le kit parce que après, c'est entre guillemets, c'est ma patte, entre guillemets. Je peux vous le partager si vous le souhaitez, mais c'est un petit peu ce genre de cas. Et en fait, mon assistance, quand on va être deux à travailler sur ce type de dossier, c'est se poser les bonnes questions. En fait, c'est la même chose quand vous allez revoir si vous avez, je vous le souhaite pas, mais vos parents sont sous protection. C'est la même chose. En fait, vous allez avoir la même rigueur, en fait, bon sens. Quand vous allez revoir les comptes de gestion qui vont arriver au niveau de votre cabinet. Et après, c'est connaître les différents livrets. C'est-à-dire que si la personne a un livret A, mais pas de livret d'épargne populaire, donc il faut savoir que pour bénéficier d'un livret d'épargne populaire, il faut être non imposable. Pareil, les pensions de réversion, mais ça, une fois que vous avez posé une fois la question dans votre dossier permanent, vous allez historiser. Donc, il y a un gros travail de constitution de dossier permanent la première année, mais après, les années d'après, ça roule. Théoriquement, si elle avait la pension de réversion l'année précédente, elle l'aura toujours. Et les livrets, ils n'ont pas bougé. Donc, si vous posez… Et pareil, ce n'est pas normal d'avoir 5 comptes courants. Ce n'est pas logique. Donc, pareil. Mais ça, en fait, on voit que les MJPM font un gros travail. Parce qu'on voit l'honoraire, puisqu'on voit le montant qui sont payés, on sait que c'est comme des situations délicates, et en fait, on voit qu'ils n'ont pas le temps. Et du coup, c'est juste qu'ils ne se sont pas forcément posé la question de pourquoi il y avait autant d'argent sur le compte courant. On vous a remis les diligences sous un autre format. Du coup, c'est l'onglet numéro 6, où est-ce que la donnée a été transmise? Oui, non. Est-ce qu'elle est validée? Oui, non. Et est-ce que vous pouvez mettre des commentaires? C'est avoir une petite feuille de travail pour pouvoir bâtir vos diligences. Personnellement, j'ai bâti mon propre outil où ça s'imbrique, entre guillemets, les oui-non s'imbriquent. Et du coup, ça évite d'avoir toute une liste, mais après, vous pouvez très bien le retravailler sur Excel avec des listes déroulantes et surtout des actifs cachés ou pas certaines informations. Donc, on vous les a remis. En fait, ce que vous retrouvez dans l'onglet 5, c'est globalement ce que vous retrouvez dans l'onglet 6 avec les sources de revenus, analyser les dépenses. Donc, ça peut être assez long, mine de rien. Les impôts et taxes, ce genre de choses. Pareil, en fait, on ne vous l'a pas mis, mais dans les dépenses, si vous voyez, par exemple, je ne sais pas, ils dépensent de l'argent au PMU, faut peut-être se poser la question, ou s'il y a des jeux d'argent. Ou des vacances au Club Med. Ou des vacances au Club Med. Alors après, la personne peut très bien partir avec ses enfants, ça peut se justifier, mais après, c'est faire preuve de dire, tiens, c'est bizarre, cette dépense, à quoi ça correspond. Donc, c'est revoir, en fait, vous allez avoir les relevés de banque, vous allez avoir le compte de gestion, donc ils vont vous sortir, dans les exemples que j'ai eus, en fait, j'ai eu des balances, des équivalents de balance et le grand livre. C'est-à-dire qu'ils ont des logiciels. Donc, sauf que moi, le grand livre, je leur dis, chouette, c'est très bien. Donc, c'est classé par dépense. Mais rien ne vous empêche de jeter un œil. Vous savez très bien, je ne vais pas vous l'apprendre. Entre le livre et l'écriture, ça se change, si vous voyez ce que je veux dire. Et on pourrait très bien, moi, je préfère survoler le relevé de banque. Il faudrait dire, imaginez qu'ils aient caviardé le relevé de banque, sur Photoshopé, pardon, cherchez le thème, modifier le relevé de banque. Donc, c'est juste, vous prenez les 12 relevés, ça va aller vite, je vous rassure, vous gardez,
voir les dépenses. Et moi, dans mes diligences, c'est ce que je vais faire. Je vais marquer, est-ce qu'on a checké rapidement, est-ce qu'on a revu les relevés de banque, il y en a 12 en général, et voir les dépenses qui ont été payées pour le compte du majeur protégé. Ça ne prend pas de diplôme, hein. Quand vous le faites, ça va relativement assez vite. Donc voilà ce qu'on vous a remis dans les diligences. Donc c'est voué à évoluer et c'est adapté au cas par cas en fonction de la personne. Notamment, on a l'obligation de vérifier les dépenses supérieures à 500 €. Donc moi déjà, alors là, il y a le tout dans la requête, vous ne vous les envoie pas en général. Donc déjà, c'est de demander du coup, les dépenses qui seraient supérieures à 500 €. Le décret ne définit pas si on fait de l'exhaustivité, on fait par sondage. Moi, dans les cas, je ne vous inquiétez pas, il n'y a pas 10 000 dépenses. Donc je vais faire ça n'engage que moi, je vais faire de l'exhaustif. Je veux toutes les dépenses supérieures à 500 €. Donc c'est 500 € TTC. Quand bien même, moi, j'estime, si c'était quelqu'un qui était malin, on pourrait très bien miger des dépenses des 200 €, mais toutes les semaines. Après, c'est à charge pour vous, est-ce que vous allez le faire ou pas? Ça, ce n'est pas le décret qui vous le dit. Ce n'est pas la CNCC qui va vous le dire, ni le juge. Non, c'est votre esprit critique. C'est votre esprit critique. Donc, je vais dire, parce que dites bien vous, les gens qui sont en face sont des malins. On les connaît, hein, les techniques de payer par chèque, après de faire des retraits d'espèces. Enfin, il y a plein de magouilles qu'on pourrait voir. Les personnes, on va vous dire, c'est ouais, elle a encaissé en espèces, mais c'est des retraits, elle a vendu des meubles. Ok, mais qui a vendu? On a vendu à qui? C'est vendu sur Vinted. Ok, très bien, mais sortez-moi l'extrait. Après, c'est à vous de mettre aussi certaines limites dans les diligences que vous allez effectuer. Mais de toute façon, vous le verrez assez rapidement dans le. Je ne sais pas s'il y a un questionnaire là-dessus. Dans les relations que vous allez avoir avec le MJPM quand c'est tendu. Ouais, mais il y a un truc que tu remplis sur l'éthique du dirigeant dans les dossiers. Oui. C'est à peu près la même chose. C'est à qui vous avez en face. Ouais. Vous faites le MJPM, vous tapez rapidement son nom sur Internet, sur Google, qui sait quoi. Donc, si son nom ressort dans des affaires bizarres, j'ai envie de dire, vous allez adapter les diligences que vous allez avoir effectuées sur le dossier. C'est l'esprit critique comme on retrouve à chaque fois. On vous a mis un onglet de synthèse. Yes. Oui, il faut. Non. Du coup, sur les dates et les modalités d'échange, c'est surtout avoir une trace des échanges que vous allez avoir avec le MJPM par rapport au juge. Pourquoi? Là, nous, réellement, à partir d'aujourd'hui, à partir du 1er juillet, on va commencer à envoyer les demandes. En fait, on leur a laissé une chance jusqu'au 30 juin au MJPM. Là, on va dire, premier mail qui va partir demain, on va dire, OK, on a bien reçu vos éléments, pour ceux pour lesquels on a reçu. Donc, en fait, il y a déjà, on va envoyer un mail à tous ceux où on n'a rien reçu. On va leur dire, coucou, c'est nous. On va leur mettre l'ordonnance en copie. On va leur dire, à ce jour, on n'a rien reçu. On va dire, on va miser sur le fait que c'est une erreur involontaire. Hein, c'est pas une volonté délibérée. C'est une omission. Cherchez le terme, merci. Voilà. Par contre, on vous laisse 15 jours. Maintenant, pour nous envoyer, il faut accélérer là. Et on veut les éléments et on va leur lister les éléments dont on a besoin. On va attendre 15 jours, on va attendre 31 juillet. On va laisser peut-être, on renverra un mail avant, parce que nous, on ne part pas en congé maintenant. Donc, on va envoyer un courrier, on renverra un deuxième mail au 31 juillet en disant on n'a pas reçu. C'est une deuxième omission, ça peut arriver à tout le monde. Par contre, le 1er septembre, je commence à sortir le bazooka. Ça va être une lettre recommandée avec accusé de réception. Et je leur dis là, si je n'ai pas avant le 30 septembre, je refuserai d'attester les comptes. Et avec copie, et le recommandé, je l'envoie au juge, bien entendu, en copie, pour dire au fait, je n'ai pas reçu. Donc, ce n'est pas pour montrer du doigt à les MJPM, c'est leur dire je n'ai pas reçu tous les éléments pour mener à bien ma mission. C'est juste pour leur montrer un petit peu, dire on est présent sur la mission, il faut nous envoyer tous les éléments. Donc, vous risquez d'avoir une envolée de bois vert de la part des MJPM, parce qu'ils sont déjà débordés, donc ils ne risquent pas trop apprécier la démarche, mais il faut leur dire, moi, je n'ai pas le choix. Les textes sont clairs, je dois avoir les éléments dont j'ai besoin. C'est la première année, je suis désolé, on fera mieux la prochaine fois. Voilà. Donc, le problème, c'est qu'on n'a pas d'outils à l'heure actuelle pour recevoir les éléments. Donc, vous allez recevoir, à mon avis, certains vont s'amuser à jouer en vous envoyant une page 1 par mail en JPEG, la page 2, la page 3, la page 4. Donc là, moi, personnellement, j'ai prévu, pareil, le deuxième bazooka. Je leur dis, gentiment, ça, je ne mettrai pas le juge en copie. Je leur dis, s'il y a besoin de scanner les documents, soit vous m'envoyez par courrier et je vais m'occuper de scanner et vous ne me faites pas perdre mon temps, soit vous faites correctement les choses et vous m'envoyez bien les PDF correctement nommés avec tout ce qu'il faut. Et moi, je veux une plateforme où ils vont pouvoir déposer, du coup, ils auront leur petit répertoire et ils vont pouvoir me déposer les éléments. Et à terme, j'aurai un check. C'est juste faire gagner du temps à tout le monde parce que si le MJPM, moi, je leur dis, on joue à l'oral, hein, je leur dirais au téléphone, on est dans la même. Je ne suis pas votre ennemi, je ne suis pas votre ami non plus. On va jouer dans la même cour. Si vous me faites perdre mon temps, vous allez en perdre aussi puisque je vais vous envoyer des recommandés. Le juge ne va pas du tout apprécier et vous allez perdre du temps à m'envoyer des éléments. Donc, si vous me faites tout nickel chrome, je ne vais pas vous solliciter et moi, je vais pouvoir faire mon job et ça ira bien dans le rapport. Donc, le but, c'est d'avoir un petit peu, parce que vous allez avoir beaucoup de dossiers, donc mécaniquement, c'est d'avoir vraiment un listing des échanges mail, courrier qu'il y a eu
entre vous, le MJPM, et éventuellement le juge. Mais sachant que le juge sont déjà sursollicités, donc ils attendent sur vous d'être un petit peu pas autonome dans la démarche. Mais entre guillemets, ce n'est pas la cour de récré, ce n'est pas d'aller pleurer vers le juge, oh, il ne m'a pas donné les éléments, c'est un méchant. Non, c'est dire, écoutez, monsieur le juge, moi je veux bien faire ma mission, mais je n'ai pas les éléments nécessaires pour pouvoir faire la mission dans les délais impartis. Et du coup, dans l'onglet qui suit, on parle de la lettre d'affirmation. Donc là, c'est pareil. Merci la CNCC d'avoir communiqué quelque chose il y a quelques heures. Donc, ils nous ont communiqué un exemple de lettre d'affirmation qui est disponible sur Sidonie. Donc là, vous verrez, elle est assez succincte. À notre sens, il manque peut-être au moins une information qui concerne l'existence ou l'absence du fameux inventaire à l'ouverture de la mise en protection du majeur. Alors, la lettre d'affirmation, l'avantage d'exister, c'est qu'il va falloir éduquer les MJPM sur le fait qu'il faut nous l'assigner. Et vous voyez bien, moi, j'aurais bien fait un mix en même temps, comme il nous a communiqué les éléments, faire la lettre de mission et la LAF. C'est théoriquement, en fait, la règle, c'est que je devrais tout recevoir en une seule fois, nickel chrome. Et la LAF, c'est le document qu'on fera à l'issue, sachant qu'il nous protège, moi j'appelle ça une lettre parapluie, elle ne protège que nous, entre guillemets, devant un juge. On va dire la lettre d'affirmation, je ne suis pas sûr que ça nous exonérera de notre responsabilité. Non. Et puis c'est comme sur toutes les missions en audit, la lettre d'affirmation, on ne fait pas l'audit avec la LAF. Donc c'est la même chose pour la mission des majeurs protégés. Ce n'est pas avec la LAF que tu veux. Ouais, je le vois plus. Tu fais juste confirmer certains. On se fait confirmer certaines informations. Moi, je le mettrais plutôt en me disant, ça me permet de rechecker éventuellement que j'ai bien reçu tous les éléments, parce que s'il ne me les a pas transmis, il ne va pas dire qu'il me l'a transmis. Donc, je me dis, ça me permet d'avoir un triple check, entre guillemets, avec la lettre d'affirmation. Donc, elle a le mérite d'exister. Donc, après, à charge, il va falloir faire un suivi administratif. Vous voyez, je vais en venir. Un suivi administratif de la lettre d'affirmation, sachant qu'en toute objectivité, si je n'ai pas la LAF, est-ce que ça va influencer sur mon rapport si j'ai obtenu tous les éléments? Bon, c'est théoriquement oui, mais sauf que le décret, je me vois mal expliquer devant un juge. Oui, j'ai demandé une lettre d'affirmation, elle ne me l'a pas été transmise. Il va me dire, mais monsieur le commissaire aux comptes, vous avez obtenu tous les éléments? Oui. Donc, du coup, pourquoi vous n'avez pas attesté les comptes? Ils vous fait perdre de temps. Donc, bon, moi, la lettre d'affirmation, bien entendu, puisque ça vient de la compagnie, c'est un exemple et pas un modèle. Donc, bien entendu, je vais l'utiliser. Après, je ferai preuve de mansuétude. Déjà, si je peux avoir tous les éléments en temps et en heure de manière exhaustive, je serai déjà très heureux pour faire mon rapport dans les délais. Et donc, comme pour la lettre de mission, la lettre d'affirmation, elle est signée par la personne en charge de la mesure de protection. Tout à fait. Donc, on vous remettra dans le kit le lien vers Sidonie, vers l'exemple de lettre d'affirmation à intégrer dans le dossier de travail. Tu nous parles de l'attestation d'approbation? Ouais. Donc, ça sera à l'issue. Alors, une petite faute d'orthographe, c'est moi qui. Ça, c'est moi qui j'ai dû modifier un truc. Désolé, on vous corrigera ça. Il y a une grosse faute d'orthographe sur le certificat. Ouais, j'ai enlevé les majuscules après le 2 points. Désolé, j'ai été un peu trop vite. Vous m'excuserez de cette coquille. Mais j'assume la responsabilité. On vous a remis, en fait, les diligences, parce que ces diligences-là sont listées par le décret. C'est ce que vous, à minima, ce que vous devez faire ou pas. Donc, c'est-à-dire, est-ce que vous avez consulté ou pas FICOBA ou FICOVI, d'accord, sachant qu'il y a la problématique. Donc, moi, je veux dire, la première année, si j'ai le temps de le faire, je le ferai. Sinon, je dirais, je ne l'ai pas fait. Quoi. Je dirais, à un moment, je vais être factuel dans. Alors, le décret, et c'est là où on a vu un petit point pas de discorde, mais de discussion avec les juges, ils ont une vision très extensive de notre mission. Moi, j'ai une vision relativement restrictive. Donc, je vais dire ce que j'ai fait, mais à contrario, je vais dire ce que je n'ai pas fait de manière positive, dans le sens où je le marque factuellement. Je ne laisse pas le doute. Donc, si je n'ai pas consulté FICOBA, FICOVI, je le marque. À charge pour le juge, s'il me dit « Oh là là, vous n'avez pas consulté FICOBA, FICOVI, pour moi, ce n'est pas bon. » Bon, à ce compte-là, on consultera. Mais pour l'instant, dans les dossiers, je n'ai pas pu puisque j'ai été bloqué du coup pour la consultation. L'ordonnance, voilà. En fait, vous pouvez, si vous avez une ordonnance, théoriquement, vous pouvez consulter, mais dans l'ordonnance, il n'est pas mentionné que vous devez consulter FICOBA ou FICOVI. Donc, à voir, on fera preuve en fonction des dossiers. Honnêtement, quelqu'un qui est au RSA, d'aller checker FICOBA, FICOVI, je ne suis pas sûr de l'opportunité. Par contre, quelqu'un qui a 150 000 € de revenus annuels et qui a 3 millions sur les comptes bancaires, ça vaudrait peut-être le coup d'aller vérifier un petit peu si on a bien tous les comptes. D'autant plus si on n'a pas eu l'inventaire. Les comptes bancaires, il y a une mention spécifique sur les comptes de gestion qui doivent apparaître. Il y a déjà aussi des trous dans la raquette, parce que là, par exemple, il y a un dossier où j'ai checké, c'est pas marqué. Il n'est pas marqué que la personne est sous tutelle. Donc déjà, ça, je veux dire qu'il y a un souci. La personne est en charge, on a bien reçu toutes les autorisations, notamment s'il y a une vente immobilière,
il faut que ça soit autorisé par le juge. Les autorisations qui ont été données par le juge, si on a eu des nouvelles. Donc ça, on le remet dans la lettre d'affirmation. Je ne suis pas sûr qu'ils l'ont mis d'ailleurs. S'il faut qu'on vérifie s'il n'y a pas eu des nouvelles autorisations qui ont été transmises par le juge au MJPM. Donc, on pourrait très bien, donc ça, moi, je le rajouterai dans ma petite lettre d'affirmation qu'on vous transmettra. L'accord de la personne protégée pour un acte de gestion, d'accord. Donc ça, c'est quand elles ont des mesures à curatelle renforcée. Les dépenses ont été effectuées dans l'intérêt du major protégé, donc c'est là où c'est toujours très délicat de se positionner. Le budget est à l'équilibre et les comptes ne fonctionnent pas en débit sans justification légitime. Donc ça, c'est important, c'est voir si la personne, en gros, si on a mangé une partie du patrimoine, voir un petit peu la raison. Les principales ressources, et là, c'est là où c'est compliqué, et les prestations auxquelles le major protégé peut prétendre ont été sollicitées. Donc vous allez me dire, on n'est pas des assistantes sociales. Oui, mais il y a quand même des choses à vérifier entre est-ce que la pension de réversion a été sollicitée? On sait que la personne est en situation de handicap, n'a pas de revenus. Est-ce qu'elle a une allocation handicapée? Pareil, ça fera partie de checklists qu'on pourra travailler ensemble si vous le souhaitez. Des checklists à vérifier, de dire à minima, sachant que je ne connais pas toutes les aides départementales de tous les départements, de comment ça fonctionne. Je vais me former dessus, mais là, je dirais, moi, dans mon périmètre, je dirais, j'ai checké telle ressource. Et il n'apparaît pas opportun d'aller solliciter éventuellement d'autres prestations. Sachant qu'il y a certaines prestations qui viennent consommer le patrimoine de la personne. Hein. C'est des aides départementales. Le terme ce soir, je suis fatigué, c'est la chaleur, où en fait la personne n'a pas de ressources et en fait c'est le département qui va allouer une subvention, mais cette allocation sera reprise dans l'actif successoral. Donc ça aussi, ça fait le fruit d'un dialogue, c'est pas à moi de me positionner, ça c'est au juge et de décider si c'est opportun ou pas. Et notamment si la personne était en situation de surendettement, voir si ça évolue favorablement, parce que du coup, si on voit que ça évolue pas favorablement, il y a une procédure qui existe, qui est assez dramatique, mais qui est une procédure de rétablissement personnel, où la personne qui est publiée au BODAC, où en fait on a un effacement total des dettes. Sauf que c'est remettre les compteurs à zéro, mais avec des conséquences, c'est que les héritiers font une croix sur le patrimoine de la personne. Donc là, c'est pareil, il faut se positionner, se dire est-ce que la situation évolue favorablement ou pas, sachant que c'est des majeurs théoriquement qui ne peuvent pas se réendetter. En gros, ils ne vont pas faire un prêt à la conso pour acheter une Porsche. Théoriquement, c'est le juge, ça ferait systématiquement obstacle puisque la personne est sous curatelle, tutelle, donc théoriquement, elle n'est pas en mesure théoriquement de faire des prêts. Sauf des prêts intrafamiliales, mais là, il faut vérifier aussi d'où l'argent vient. C'est un peu l'origine des fonds et la destination des fonds. Donc, ça aussi, vous allez voir si l'argent arrive sur le compte bancaire, d'où vient l'argent, qu'est-ce que c'est? Il y a eu un prêt octroyé, non, le prêt, il n'a pas sauf, est-ce que le prêt a été enregistré aux impôts? C'est un prêt intrafamilial. Et à quelles conditions il a été octroyé? Voilà, parce que pareil, si vous avez un prêt de 100 000 € qui a été octroyé à 8%, je ne suis pas sûr de l'opportunité de ce prêt dans le cadre de votre contrôle. Donc, on vous a remis les observations qui ne sont pas… et là, vous pouvez mettre soit les avis en opportunité, c'est le terme exact, c'est-à-dire j'utilise le terme volontairement de recommandation, mais c'est des avis en opportunité. Et si, à contrario, vous refusez, c'est toutes les anomalies que vous avez constatées. Vous n'avez pas eu l'inventaire, vous n'avez pas eu l'exhaustivité compte bancaire, vous n'avez pas eu les avis de taxe foncière. Voilà. Vous ne savez pas qui est le locataire. Pareil, il y a une taxe foncière, mais à un moment, ça va m'intéresser de qui est le locataire. Et pareil, ça n'a pas été mis dans la lettre d'affirmation, mais moi, personnellement, je me marquerai à destination du MJPM. Vous nous avez attesté que vous n'avez aucun lien personnel, financier ou professionnel avec le locataire de l'appartement de la personne. Parce que si le MJPM aurait eu l'indélicatesse de mettre sa fille ou son fils dans un logement qui appartient au major protégé, vous vous doutez que ça peut poser quelques difficultés. Passe au rapport des difficultés. Je parle beaucoup. Sachant que, non, mais c'est toi qui œuvres sur le terrain. Donc, pareil, la CNCC a mis à disposition, donc c'est les exemples E2 et E3, donc à récupérer sur le site de Sidonie. E2, vous avez un exemple d'attestation d'approbation des comptes de gestion des majors protégés. Donc, pareil, c'est un exemple. Ça ne correspond pas exactement au format qui est attendu dans le décret. On vous a, là, ce que vous avez ici, donc on vous enverra sur Sidonie, puisqu'ils vous ont fait des exemples. Et vous savez, comme moi, c'est pas Marine qui va oser le dire, mais un exemple de la CNCC, c'est un modèle. Même s'ils n'aiment pas qu'on le dise, perso, moi je le prends, je le copie-colle, et puis je ne change pas une virgule, sauf si c'est opportun pour moi, pour me protéger. Donc, il faut prendre leurs documents, j'ai envie de dire, sauf qu'ils ne respectent pas le décret en tant que tel. On a un décret qui est officiel, qui est publié sur Légifrance. Là, le document de la CNCC, il est uniquement accessible aux commissaires aux comptes. Mais ils font un rappel, donc moi je le mettrai en gras et en rouge pour assurer le juge, ils font un rappel du décret, de l'annexe du décret.
Donc, mais sauf que ce qui me dérange un petit peu, c'est qu'ils font tout un laïus en première page, et alors que ce qui est important, c'est en deuxième page. Et les juges sont pressés. Donc moi, je mettrais en vert. En gros, je mettrais peut-être une première page de garde si le rapport est positif, si en gros, si j'accepte ou si j'accepte pas. Parce que le but, c'est de faire gagner du temps. Les juges n'ont pas le temps de lire 2 pages de documents et de dire entre lignes. Alors, il atteste ou il atteste pas, ou de faire une littérature un peu comme les avocats. Désolé, c'est pas très déontologique par rapport à nos confrères, enfin nos amis avocats, mais c'est pas faire sur 15 pages. Peut-être ben oui, peut-être ben non, je sais pas trop. Et je laisse le lecteur faire son opinion. Bah non, là, ce qu'ils attendent de nous, les juges, c'est quand même comment dire, c'est d'être, je cherche le terme, d'être synthétique et de leur faire gagner du temps, d'être concis. J'ai un cousin qui est procureur de la République, je peux vous dire, il n'aime pas du tout quand ça fait 10 pages, il n'a pas le temps. Et lui, ce que je dis, mais ce ne serait pas abusé si je mettais en gras et en vert, si c'est bon pas. Il fait honnêtement, Fabrice, si tu me fais gagner du temps, il dit, moi, je valide. Il dit, après, il faut respecter, mais il faut que je vois très rapidement si ton rapport, je le mets sur la pile de gauche ou je le mets sur la pile de droite. Mais ça n'engage que moi. Et ensuite, du coup, on passe au rapport de difficulté. Qui sera plus dramatique. Donc là, vous irez voir aussi sur le site de Sidonie, qui est plus dramatique. Malheureusement, j'ai envie de dire, au départ, on va devoir faire beaucoup de rapports de difficulté parce qu'on n'aura pas tous les éléments. Et comme je vous l'ai dit, moi, personnellement, avec un MJPM, ça a été l'échange a été très viril, on va dire, très, on va dire, complexe, pour pas dire très chaud. Malheureusement, moi, à l'issue, je n'ai pas d'état d'âme. Moi, je suis là pour protéger la personne, pour protéger le majeur protégé. Donc, s'il faut que je fasse un rapport de difficulté, je le ferai sans état d'âme. Le but, c'est qu'on n'en arrive pas là, c'est la situation d'extrême difficulté. Et le but, c'est qu'au départ, je préfère faire un rapport de difficulté pour que les années d'après, on fera les diligences, sachant qu'il n'est pas mentionné dans le document, dans le décret et dans le document de la CNCC, c'est le suivi entre guillemets, du rapport. C'est-à-dire, si j'avais refusé de... Ouais, c'est un petit peu, c'est son, je sais plus, c'est quand tu fais les avis, quand tu le suivi des recommandations. C'est le suivi des réserves. Ouais, le suivi des réserves, désolé. Du coup, du refus, c'est là, tu n'as pas à le faire. Moi, personnellement, je ferai comme un laïus en disant, j'ai refusé, mais le MJPM a été, du coup, a mis en place tout ce qu'il fallait, et du coup, ça me permet on va dire, d'émettre une conclusion favorable à l'émission de mon rapport. Voilà. C'était dense. C'était dense, je ne pensais pas que j'allais parler autant. Je vais revenir voir un petit peu les questions. Il y a eu beaucoup de questions, je suis désolé, parce que je ne pouvais pas partager en même temps. On va revenir rapidement pour voir les questions. Alors, tu me dis si je vais trop vite. Hop, les gens sont polis, nous disent bonjour. Ouais, ça, bonjour aussi. Ça. C'est pareil. Le majeur protégé est une personne physique dont le compte est géré par une autre personne physique faisant office de tutelle. C'est bien ça. Pas forcément, pour le contraire. Moi, dans le cas, j'ai eu le cas, allez, à 80%, c'est des associations qui gèrent, et dans 20% des cas, c'est une autre personne physique, généralement un membre de la famille ou quelqu'un de proche. Mais généralement, c'est des professionnels qui font la mission. Peut-on postuler librement pour des départements limitrophes? Alors, moi, je ne l'ai pas fait. Théoriquement, non, il faut être du ressort théoriquement de là où vous êtes inscrit. Donc, moi, je dépends de la CRCC de Versailles Centre. Donc, j'ai postulé dans le 92. Parce que tu es dans le 92. Parce que je suis dans le 92. Je suis localisé physiquement dans le 92. Je ne l'ai pas fait parce que, pareil, on l'a dit déjà, on ne savait pas trop combien on allait... Je suis kamikaze, mais je ne suis pas non plus totalement taré. Donc, je me suis dit, je ne vais pas postuler dans toute la France, hein, parce que je ne me suis pas présenté. J'ai un petit cabinet, moi. Hein. Donc, j'ai 4 mandats, j'ai 100 dossiers d'expertise et j'ai 2 collaborateurs. Donc, je ne peux pas gérer 500 tutelles. À l'heure actuelle, je ne suis pas équipé pour. Je vais y travailler si les juges me font confiance. Mais donc, je n'ai pas postulé. À ma connaissance, ce n'est pas possible. Mais vous êtes les bienvenus à Paris. Je pense qu'il y a suffisamment de personnes à gérer. Combien de temps doit-on conserver les documents? C'est une excellente question. J'ai envie de dire, ce n'est pas défini dans le décret. C'est défini d'une part. J'ai envie de dire, tant que la personne est vivante. Tant que... Parce qu'on pourrait très bien venir vous chercher en responsabilité à minimum à 10 ans, j'ai envie de dire. Enfin, moi, je prendrais Là, on n'est pas dans le code de commerce. Hein. Donc, j'ai envie de dire, moi, je tente, pas presque à vie, hein, tant que la personne, je dois vérifier les comptes. Je n'ai pas de limitation, mais c'est une excellente question qu'on pourra poser à la CNCC, qui ne manquera pas de nous répondre, je suppose. Peut-être la veille d'un prochain webinaire. L'esprit critique, ouais, oui, mais pas, on va être à la limite de gestion. C'est pas l'ordre du cas. Oui, les missions dans la gestion. Oui, je suis d'accord, mais c'est ce qu'on appelle les avis en opportunité. Donc, il faudra bien trouver la bonne formulation entre la recommandation, l'avis. Ça, c'est vraiment un avis en opportunité. Monsieur le juge, il est peut-être opportun de placer l'argent alors qu'il est dormant sur le compte courant et qu'on a 5% d'inflation.
Non, on a 2, je plaisante. Les majeurs protégés qui ne touchent que les RSA également sont soumis à cette mission légale du CAC ou ce n'est réservé que ceux qui ont un patrimoine énorme. Non, on a les personnes qui sont au RSA pourraient faire l'objet d'une mesure de protection par le juge. Et du coup, une façon de savoir si vous rentrez dans le périmètre de la mission ou pas, c'est de regarder l'onglet rémunération du kit ou l'annexe 7. Enfin, non, l'annexe 7, je ne sais pas si ça pourrait. En fait, la mesure de protection, elle est totalement indépendante du patrimoine de la personne. Bien entendu, les juges seront peut-être plutôt enclins à solliciter un commissaire aux comptes quand il y a du patrimoine, mais ce n'est pas toujours vrai. En fait. Si on n'a pas reçu les documents dans les délais, que fait-on dans les textes, il faut relancer par LRR, coup de le renvoi, machin, temps passé. Ne peut-on pas faire un rapport de difficulté d'emblée? Alors, c'est une première année, moi j'ai envie de dire, pareil, je le dis, il faut apprivoiser les MJPM, donc on ne dirait peut-être pas tout directement sur un rapport de difficulté. Peut-être mettre en place, oui, il va falloir mettre en place un suivi déjà d'emails. Quand je dis, moi, 2 emails, je vais mettre en place mon process, 2 emails, un recommandé, et si vraiment ça ne marche pas, l'issue sera défavorable. J'ai été nommé pour major protégé dont le nom est caviardé. Monsieur J, que fait-on? Voilà, ça devient problématique parce que je ne pense pas que... je pense que c'est une erreur du greffe. À mon avis, il faut se rapprocher rapidement du juge pour savoir qui c'est, quoi. Y a-t-il une incompatibilité de fait lorsque on est commissaire aux comptes de tutelle, ouais, et que l'on est missionné pour le contrôle du juge? Ouais. Alors, personnellement, à mon sens, oui. À mon sens aussi, mais j'ai envie de dire, et même, mettez-vous à la place de la famille, comment vous allez vous expliquer devant le juge? Et puis, c'est être et paraître indépendant. Donc là, il y a une problématique de paraître indépendant. Moi, personnellement, je ne le ferai pas, mais après, ça n'engage que vous. Non plus. A priori, on peut toujours demander quelle est la moyenne des honoraires ou fourchettes. Ça va dépendre de vos dossiers. Pour l'instant, honnêtement, je n'ai pas reçu tous mes dossiers. Non. Dans un an, je pourrais vous faire un retour, vous faire une moyenne et un écart type pour vous donner des billes. Pour l'instant, malheureusement, je n'ai pas encore. Les ordonnances ne précisent jamais les coordonnées du tuteur ou curateur. Moi, si, j'ai les coordonnées du tuteur, du coup, généralement, qui sont de l'associatif, puisqu'ils sont en copie. Donc, j'arrive à savoir. Et puis, généralement, ils vous contactent assez rapidement, ceux qui sont diligents, assez rapidement derrière. Nos interlocuteurs ne sont pas toujours des professionnels. Exactement, on peut avoir la famille, et là, c'est un peu compliqué. Pour les autres, sachant qu'il faut leur expliquer le compte de gestion, et ils veulent le faire avec vous, hein. Ils veulent prendre des rendez-vous avec vous, c'est un peu compliqué. Pour les ressources, toutes les natures de ressources ne sont pas prises en compte dans le barème, tout à fait. Il y a des cas d'exonération, ça, vous verrez dans la liste. Comment faire signer la lettre de mission quand notre interlocuteur est un particulier? Il faut lui expliquer que c'est selon le texte, qu'on a une obligation. Alors, si vous êtes un petit peu mesquin, vous l'envoyez vers la lettre 210, du coup, sur l'aide d'admission, puis bon, voilà, en disant c'est la loi, machin. Puis s'il ne veut pas, après, vous en tirerez les conséquences. Bonjour, j'ai été nommé au 5 juin 2025 pour la revue des comptes d'un majeur protégé dont le putain a été prolongé démarré en 2020 auprès du même curateur. Dois-je revoir les comptes 2024 ou la mission des matels en 2025? Il faut voir l'ordonnance. C'est marqué dans l'ordonnance, directement, sur quel compte vous devez faire les vérifications. Moi, ce que j'ai reçu, c'est les comptes, j'ai été nommé en 2025 pour les comptes 2024. Donc, c'est à vous de voir dans l'ordonnance. Et si vraiment il y a un doute, vous envoyez un mail, vous envoyez un courrier au juge, vous demandez confirmation. Le portefeuille dépend du tribunal. Je suis nommé sur environ 70 missions. Bravo à vous. Force à vous. Les 3/4 sont des personnes avec des revenus de 12 000, 15 000 euros. La grande majorité sont donc des membres de la famille. Donc, en résumé, 50 missions à 30 euros. J'ai envie de dire oui, mais théoriquement, après, c'est de se rapprocher du juge. Vous avez, entre guillemets, mauvaise pioche, vous n'avez pas eu de chance. C'est à vous de voir, malheureusement. Rapprochez-vous si vous voulez. On pourra travailler ensemble de manière confraternelle. Je pourrais éventuellement vous faire partager mes outils pour essayer de. J'ai pas envie de dire, j'aime pas le terme automatiser, mais pour essayer ni industrialiser, mais essayer de mettre gagner en efficacité pour essayer de rester dans le budget qui, je vous l'avoue, mais ça sera le rôle de la chancellerie, de dire on veut bien faire la mission, mais il faut qu'on ait plus d'argent. Recrutez-vous une équipe pour vous assister dans l'émission, pliez-vous les offres au cas par cas. Je précise que j'ai un master, c'est ça. Donc moi, personnellement, c'est mon assistant de direction, enfin mon assistante administrative, qui est quelqu'un de très carré à qui je veux travailler. L'engagement, mais en lui faisant aussi bien un document comme quoi, attention, c'est des données confidentielles, voilà, que c'est une mission sensible, que si elle a un email de la personne, c'est qu'elle ne doit pas répondre, enfin, que tout doit passer par moi. Je passe. Il y a des délais pour envoyer le rapport et faire la lettre de mission. Théoriquement, il n'y a pas de délai, c'est que théoriquement, vous avez l'ordonnance et vous avez 15 jours pour accepter en l'état actuel. Et puis, il faut la sortir avant le 31 décembre de l'année qui suit. Oui, tout à fait. Selon le RFL PCG, compte de gestion, oui et non. Vous avez des comptes de classe 6 et 7. Ils ont leur propre plan comptable, mais on s'y retrouve généralement. C'est assez rapide, c'est assez intéressant. Sachant que l'Ordre avait bossé il y a quelques années et j'ai rebossé dessus d'ailleurs, sur un plan comptable des personnes sous tutelle. Donc, ils ont quelque chose qui existe, mais je ne pense pas qu'ils l'ont. Pouvez-vous revenir sur votre faculté selon lesquelles modalités nous pouvons consulter FICOBA, FICOVI? Donc ça, il faut envoyer directement. Il y a un site
il faut envoyer, il y a un site, il faut envoyer théoriquement un courrier avec votre copie de l'ordonnance et théoriquement, ils vont vous répondre. Au niveau des diligences, mais bon, pour ma part, j'ai demandé accès aux API pour me connecter directement informatiquement. Je ne pense pas que tout le monde puisse le faire. Au niveau des diligences, j'ai l'impression que nous avons des diligences supérieures VS les autres professions, notaire, commissaire de justice. Oui, mais j'ai envie de dire... Pour l'instant, il n'y a qu'un décret. Le décret et puis la circulaire est la même pour tout le monde. Ouais, bah, théoriquement, oui. Donc après, je cherche une citation que j'aurais pu citer, mais je ne peux pas la citer publiquement. Je veux dire, les juges sauront reconnaître les bons, entre guillemets. Est-on soumis à la LAB dans cette mission comme CAC, à la lutte anti-blanchiment? Bah, si vous voyez qu'il y a le majeur protégé, il y a des remises d'espèces assez significatives toutes les semaines sur son compte bancaire, il faudra peut-être se poser des questions. Voilà. Peut-être qu'il a trouvé un business dans la maison de retraite, qui sait. Certains sont assez imaginatifs. Lettre d'affirmation LAB, désolé. Ouais. LAF, c'est la lettre d'affirmation, LAB, la lutte anti-blanchiment. Ouais, la lettre d'affirmation, c'est pour les commissaires en compte. Moi, j'en fais en expertise. Ouais, moi j'ai aussi, c'est pas le terme. Moi, ça porte un autre terme. Mais et la lutte anti-blanchiment, oui. Lutte anti-blanchiment et révélation, lettre d'affirmation. Okay, bon. Si j'interviens dans un an, puis démission N+1, le vocal qui récupère les rapports de difficulté. Bah, j'ai envie de dire, on va revenir, comme d'habitude, j'ai envie de dire. Je pense que confraternellement, moi, j'appellerai le confrère pour savoir pourquoi. Qu'est-ce qu'il en est, quoi. Après, est-ce qu'il doit me répondre? J'en sais rien. Parce que c'est pas marqué dans les textes. Après, vous voyez. Dans le cadre de la CI, il y a une NEP qui prévoit la reprise des dossiers. Il y a une note d'information. Il y a une documentation de mémoire. Moi, perso, je le ferai. Après, je veux que ça se passe bien. Après, chacun chacun vit avec sa déontologie. Moi, personnellement, je dirais pourquoi je suis sorti du dossier. Les missions ne semblent pas être rentables. Je passe. Comment contacter le tribunal pour avoir une copie de l'ordonnance incomplète? Faut envoyer un mail. Il y a les coordonnées. Lors d'une réaction avec le tribunal, il n'y a pas à leur sens une mission car ordonnance fait acte de nomination. C'était tout le débat. Lettre de mission, pas lettre de mission. Faut-il réellement? Ça, c'est un débat qu'on a eu. Et quand on est désigné commissaire aux apports ou à la fusion par une ordonnance, quand on intervient en qualité d'expert judiciaire, c'est un peu particulier. Mais quand on est commissaire aux apports et qu'on intervient, la lettre de mission, elle définit le périmètre de l'intervention, le budget, les responsabilités. Donc, pour nous, il faut une lettre de mission. Alors, moi, personnellement, la CNCC, du coup, il y a un truc sur Sidonie, c'est la CNCC, je suis un bon brave soldat, je prends ce que me dit la CNCC, je n'ai pas envie d'ennuyer. Donc, je vais faire, et même devant les juges, je ne veux pas dire que ça fait de la docteur, je me pose. Théoriquement, ce qui est sur, on sait très bien que ce qui est sur Sidonie, théoriquement, ce n'est pas public, mais on sait que les juges, les avocats y ont accès et ils s'en servent comme base doctrinale. Donc, j'ai envie de dire, si la CNCC a fait ça, je prends ça, même si c'est que des exemples et pas des modèles, je le répète, mais bon, ils nous ont mis une lettre de mission, je ferai une lettre de mission. Non, et puis le mérite de la lettre de mission, ça permet aussi, à mon sens, à celui qui va la signer de comprendre notre intervention, son contexte, nos obligations, notre responsabilité et les éléments dont on va avoir besoin. Donc, pourquoi s'en priver? Ça fait preuve de pédagogie aussi vis-à-vis du MJPM. Donc, moi, j'ai envie de dire, je la ferai. Il n'y a pas de délai pour envoyer le rapport et faire la mission 2024. Si, théoriquement, là, vous avez dû recevoir les comptes. Vous avez reçu une ordonnance premier semestre 2025. On a dû vous transmettre, je dis bien on a dû, au conditionnel, vous transmettre les comptes avant le 30 juin 2025. Quand tu dis on, c'est le tribunal. Le MJPM. Le mandataire judiciaire a dû vous transmettre les comptes et vous avez jusqu'au 31/12/2025 pour les produire. Sauf si la personne... Oui, vous avez jusqu'au 31/12/2025 pour les produire. Attention, si la personne décède en 2025, attention, le délai est beaucoup plus court. 4 mois. Donc là, si la personne décède en juillet, vous n'avez plus que 4 mois. Donc ça se trouve, il faudra bien que ça sera un petit peu bête de sortir le rapport 2024 au 31 décembre, alors que vous avez sorti le rapport 2025 en octobre. D'accord ? On va avoir une certaine cohérence. Il n'y a pas de délai pour envoyer un up. Et faut-il joindre les comptes au rapport? Ah oui, ça c'est comme tu sais quand tu le greffe. C'est une bonne question. Joker. Peut-être que la compagnie nous dira. Ouais, la CNCC, je suis sûr qu'il y en a certains de la CNCC qui ont produit et qui nous écoutent. Moi, personnellement, je le ferai. Je ne vois pas ce qui m'empêcherait de le faire. C'est un valeur pédagogique. Tiens, je fais un petit pic. Le problème, c'est qu'il faut avoir une signature électronique. Moi, je signe expert, du coup. Donc, c'est un petit peu embêtant de signer un document, sachant que vous êtes commissaire en compte. Donc, il va falloir que je prenne un DocuSign ou un truc, parce que je n'ai pas de signature de la compagnie. Mais j'ai envie de dire, théoriquement, vous êtes censé, théoriquement, le rapport se suffit à lui-même. Mais personnellement, moi, je mettrai les comptes qui m'ont été transmis avec un énorme PDF, avec tout. Je ne vois pas ce qui vous l'empêche de le faire. Voilà. Qui peut plus, peut le moins. En tout cas, de mémoire, il n'y a rien dans le
C'est pas Dans la marqué dans le circulaire. décret, mais c'est une excellente remarque. Il n'y a rien dans la circulaire. Tribunal nous dit de joindre les comptes de gestion. Bah, tant mieux, alors il faudra les transmettre. La signature je signe expert est OK pour les rapports de CAC. Bah, je vous laisserai poser la question à la Sidonie, la question à la CNCC. Personnellement, bah non, parce qu'on va vous dire, bah, vous ne pouvez pas signer en tant qu'expert comptable, sachant que vous êtes commissaire aux comptes, ce qui peut être un peu logique. Donc, j'invite bien entendu la CNCC, dans son immense mensuétude, à développer une solution technique de signature électronique pour qu'on puisse signer au rapport directement avec une signature électronique conforme CNCC. Il est 18h30. Ouais. Challenge accompli. On a respecté pile. Ouais. C'était pas gagné. Merci pour votre attention. On espère que ce webinaire aura eu le mérite de vous éclairer. On vous dit à bientôt. Et puis surtout, n'hésitez pas à nous rejoindre dans le groupe de travail. Bonne fin de journée. On a besoin de bras. Merci à vous. Au revoir.